à chaque fois que je me mets sur une ligne de départ, je suis dans l'incertitude. C'est-à-dire que je suis dans l'incertitude et je cherche juste la confirmation. Tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est comme si je saute d'iceberg en iceberg. Il y a toute cette partie en profondeur et genre, c'est la masse de travail, l'état d'esprit dans lequel je suis et tout, que j'ai accumulé au cours des X semaines sans compétition. Et ensuite, boum, j'arrive sur un autre iceberg à face visible, tu vois, et je sais pas ce que ça me cache, je sais pas tout ça. Et du coup, je vais voir, en fait, si la course se passe bien ou pas. Pour moi, mon potentiel, c'est juste ce que j'ai fait, tu vois. Alors qu'un potentiel, c'est un peu genre, qu'est-ce que t'es capable de faire? Mais moi, j'en sais rien ce que je suis capable de faire, en fait. Moi, je sais juste que ce que j'ai fait, je sais ce que j'aime faire, et on verra où ça m'amènera, quoi, tu vois. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Sylvain Cachard. Âgé aujourd'hui de 25 ans, Sylvain est un athlète qui s'illustre notamment sur les courses en montagne. Dès son plus jeune âge, il est initié à la course en nature en accompagnant ses parents sur des ultra-trails. À seulement 13 ans, il prend sa première licence en athlétisme et participe ensuite à ses premières compétitions en 2016. Son parcours est marqué par une progression constante et une passion inébranlable pour la montagne. Sylvain est connu pour son approche méthodique de l'entraînement et un engagement très instinctif et audacieux sur ses courses. Il a su gravir les sommets du succès en décrochant le meilleur temps français de l'histoire sur la mythique Cirzinal, en devenant triple champion de France de course en montagne en montée et descente, avant de décrocher une médaille d'or sur ce format à l'occasion des championnats d'Europe en 2022. C'est ce titre européen qu'il va partager plus particulièrement avec nous aujourd'hui, sans oublier d'évoquer les difficultés qu'il a connues ensuite dans la gestion psychologique de son après-sacre. Sylvain y évoque aussi la façon dont il gère les blessures auxquelles il a été confronté ces dernières années, ou encore la coexistence de sa vie d'athlète avec son autre projet professionnel dans l'informatique. J'ai passé un moment aussi sympathique que captivant avec Sylvain, qui fait preuve d'un inestimable franc-parler et se livre sans détour sur ses aspirations, ses doutes, avec une authenticité et une humilité précieuses. Vous n'allez pas voir les minutes passer, je peux vous le promettre, mais je ne vous en dis pas plus. Sylvain va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique sur le toit de l'Europe. Et on est bon. Allez, un petit clap, c'est parti, amusons-nous. Salut Sylvain. Il m'a contre-clapé. Ouais, désolé. C'est fort. Ah non, mais c'est bien. C'est la première fois qu'on me fait ça, c'est très bien le contre-clap. C'est une très bonne idée. Salut Sylvain. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 On peut mettre une virgule. Franchement, 9, on va dire. Pas mal. Il manque quoi pour 10 ? Il manque que je puisse recourir à 100% et qu'il arrête de pleuvoir. Ok, c'est pas mal d'être à 9 en ne pouvant pas courir. Ouais. Non, c'est ça qui est cool, c'est que j'arrive à être heureux quand même sans. Et puis je recommence à courir aussi, donc ça aide. Tu vas nous raconter ça. On va faire le petit bulletin de santé préliminaire avant de faire le grand saut dans ta course épique du jour. Aujourd'hui, Sylvain, on enregistre cet épisode. On est le 24 mai. Hormis cet événement du jour très notable qui est notre enregistrement, cette date, elle a marqué l'histoire à un autre titre, puisqu'en 1844, ce 24 mai, Samuel Morse a envoyé le premier message télégraphique entre la Chambre des représentants à Washington DC jusqu'à la gare de Baltimore avec les mots What hath God wrought. Je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas ce verbe, mais qu'a fait Dieu en gros, ce que ça veut dire, c'est tiré de la Bible. Le Morse, on l'utilise un peu moins de nos jours, mais je vais quand même te parler de moyens de communication. À quel athlète que nos auditeurs pourraient connaître as-tu envoyé ton dernier SMS ? Si tu regardes ton archive de SMS, quel est le dernier athlète à qui tu as écrit ? Je pense que c'est mon pote Quentin Succo, un monégasque avec qui j'ai fait beaucoup de sélections, notamment junior en course en montagne, qui court son premier 5000 de la saison dans un gros meeting international ce soir à 19h40 au meeting de Toulon. Il est qu'avec des mecs qui courent moins de 14 et lui, il a couru 29-12 au 10 km de Villeurbanne, donc il a pu rentrer dans ce meeting. Et je pense qu'il est autant excité qu'un cadet, donc ça fait trop plaisir. Tu vois, j'ai la chair de poule quand j'y parle, donc je pense que c'était C'est un petit SMS d'encouragement ou tu l'as mis un peu la pression ? Non, encouragement, bien sûr. Et la pression, on se connaît, on se la met tout seul. Ouais. Ok, bon, tu l'as pas envoyé en morse, mais en tout cas un SMS, ça marche aussi. Ouais, c'est ça. Sylvain, on va commencer avec notre question traditionnelle d'ouverture de podcast. Avec ta présentation, je t'ai imposé une contrainte. Tu ne peux pas parler de sport, donc qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de toi sans qu'on parle de sport encore à ce stade ? Ok. Ouais. Je m'appelle Sylvain Cachard, j'ai 25 ans, je suis né le jour de Noël.
J'habite dans la banlieue de Grenoble, la banlieue montagnarde, on va dire, au pied du Racher. Je parle pas de course à pied. On est bien Non, pour l'instant. j'ai fait donc j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi, qui fait des études d'ingénieur en géologie et en géo quelque chose, de géosciences, quoi, on va dire. Moi, j'ai fait des études en ingénieur en informatique. Je suis aussi ingénieur informatique à mi-temps. Donc voilà, c'était pas prévu, mais suite à mon stage de fin d'études qui s'est super bien passé, d'un commun accord, j'ai décidé de continuer dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Tu t'en sors bien pour l'instant, Ouais, franchement. ouais, non, mais je te dis, Je suis impressionné. Franchement, tu j'ai jongles pas mal à j'ai merveille. pas mal de trucs en parallèle de la course à pied quand même, donc c'est facile. Non, donc à Sogilis à Grenoble, une petite boîte en informatique. Voilà, ça reste un boulot à mi-temps. Ça reste, voilà, c'est pas ma passion première, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en parallèle d'une autre activité qui prend une grande part dans ma vie. Ouais. Moi, j'ai le droit de le dire, pas toi. Tu peux pas dire trail, par Voilà, exemple. c'est ça. Ouais, c'est rageant. Voilà, Une passion secrète, quelque chose. Si t'as un peu de ouais, temps devant toi ou un truc qu'on soupçonne pas, qu'est-ce que tu vas prendre plaisir à faire? j'adore la musique, en particulier deux styles très différents, le rap, surtout le rap un peu Vénère? non, au contraire Ok. mélancolique, Poétique? le rap, ouais, à parole, avec voilà un peu j'appelle ça la poésie du 21e siècle, un peu. J'aime beaucoup ça. Français, donc? Euh, ouais, notamment français, un peu d'américain aussi, mais plus classique, quoi, style Eminem et tout. Et puis j'aime aussi beaucoup le rock et le métal. Grand écart, effectivement. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du piano, j'en fais encore un peu du piano, j'en fais 2 semaines dans l'année quand justement mon autre activité se met en stand-by. J'ai eu un groupe de musique pendant mes années collège où on faisait on en faisait quand même j'ai dû faire une bonne grosse dizaine de concerts, le fait de la musique et tout. Petite anecdote, ça s'est arrêté quand sur une reprise de Metallica, on a voulu se mettre torse nu à la fête des parents d'élèves et qu'ils ont essayé de couper l'électricité pour nous arrêter. Voilà, j'étais en troisième. Incroyable. Ils ont Donc, envoyé la police et les CRS pour arrêter non, ça? non, Ouais. mais ils ont essayé de couper l'électricité, puis on avait mis tellement fort les amplis que ça faisait péter les watts, donc ils pouvaient pas couper l'électricité. Donc au final, bah, on a juste dit, bon, bah, c'est fini les concerts, les gars, en fait. C'est beau de partir là-dessus en même temps. Voilà, c'était mon Franchement, dernier c'est pas concert. rock'n'roll, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai fait de la planche à voile pendant 5 ans. C'est toujours quelque chose. Bah voilà, mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Ils me connaissent bien, ils m'ont offert une session de planche à voile que je pourrais faire au beau jour. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, un peu le côté glisse, etc. Que je retrouve en ski un peu l'hiver, même si je suis moins bon. Mes parents font de l'ultra. Ça, merde, c'est de la course à pied, ça. En tout cas, mes parents nous ont toujours éduqués vers une vision très Du monde portée sur extérieur, l'outdoor. ouais. Voilà, sur l'endurance et l'outdoor. Et je les suis un peu dans toutes leurs aventures. Voilà, même si mon calendrier est de plus en plus chargé avec de plus en plus de contraintes, j'essaie toujours d'être disponible au maximum pour eux. Et voilà. C'est Je déjà pense pas que je mal, me suis franchement, bien c'est une sorti. vie bien remplie. Ouais, bah c'est En cool, tu 25 vois, ans, c'est parce beau que d'avoir fait ça déjà. ouais, il y a 5 ou 6 ans, je pense qu'en me décrire en dehors de la course à pied, ça aurait été compliqué. Puis tu vois, je pense que j'ai réussi à un peu rétablir la balance. Merci beaucoup, Sylvain. J'ai une deuxième question subsidiaire. Si tu devais te présenter à une soirée à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout le monde du trail, en une phrase, qu'est-ce que tu lui dis? S'il demande et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me réponds? Ah, bah, souvent, c'est simple, je suis un peu dans la provoque, je dis moi, je cours dans la montagne. Ok. Et souvent, j'adore voir la tête des gens. Tu sais, il y a les gens qui sont dans le déni, genre qui te prennent, ou alors au contraire, des gens qui sont super intéressés et qui posent des questions. Mais les gens, quand tu leur dis je cours dans la montagne, puis tu sais, ils disent ah, ok, super. En fait, tu te rends compte qu'ils ont juste posé cette question par politesse, mais qui sont fous, Il quoi. passe à autre chose. Ouais. C'est ça. Après, quand tu leur dis que tu es aussi payé pour faire ça parfois, alors là, c'est carrément, ça deviendrait Ouais, non, mais impensable. là, Ah, tu les perds là. ils comprennent Ouais. plus, là. Ouais, Tu nous l'as dit, donc ce qui manque pour être à 10 sur 10 là aujourd'hui, c'est notamment une blessure. Est-ce que tu peux nous dire, enfin peut-être rembobiner pour les auditeurs qui ne seraient pas tout à fait au courant de ce qui a pu t'arriver là en début d'année, et puis savoir où tu en es aujourd'hui dans ton cycle de reprise? Ouais, carrément. Bah, en gros, c'est vrai que depuis la reprise, donc la reprise pour moi, c'était début mi-novembre. J'ai pas mal jonglé un peu avec les petits pépins. J'ai dû soigner un tendon d'Achille qui avait été un peu récalcitrant durant la fin de saison 2023. Et puis en fait, quand j'ai réussi à me sortir de ça, franchement, on a fait un super boulot avec mon coach, mon prépa physique et tout. C'était trop cool. Mi-janvier, j'ai réussi à plus du tout avoir de douleur au tendon. Et en fait, une semaine après, j'ai eu un ongle incarné, en fait, un truc tout bénin. On dit 1 cm² de son corps, ça peut nous handicaper. Puis voilà, j'étais quand même bien sur les nerfs. J'avais été déjà bien cadré pendant 1 mois et demi à courir pile poil la minute qu'il faut, pile poil le kilomètre et tout. Je me suis dit, bon là, un ongle incarné, allez, c'est bon, je peux y aller. Et en fait, cet ongle incarné, il a fait que j'ai modifié ma position de course à pied juste pendant une dizaine de jours, quoi. Donc déjà, ça faisait très mal.
Et en fait, le fait d'avoir modifié légèrement cette position, quoi, comme on est toujours un peu sur un fil avec nos charges d'entraînement, ça a déclenché une douleur dans mon pied et en fait, ça s'est avéré être l'équivalent d'une fracture de fatigue, on va dire. C'est une contrainte, voilà, sur un petit os. Je veux pas trop m'éterniser, mais en gros, c'est un petit os qui normalement est en une partie et chez moi, il est en deux parties de manière anatomique comme ça. Et en fait, c'est l'inflammation du tissu fibreux entre ces deux parties d'os qui a créé une espèce de grosse inflammation. Donc ça, c'était les premières douleurs ont été genre fin janvier, début février. Et ensuite, voilà, j'avais déjà eu cette douleur il y a 2 ans, donc l'hiver 2021-2022. Je savais comment la gérer. Et donc, j'ai essayé de la gérer comme j'ai pu. Voilà, j'ai fait les inters de cross, les France de cross. Je suis parti en stage à La Réunion. Voilà, j'avais fait des imageries, hein, j'avais quand même confirmé le diagnostic. Et puis, voilà, au final, à La Réunion, ça a vraiment dégénéré au point que mon pied a gonflé, qu'il était tout rouge, que je pouvais plus le bouger ni rien. Ça, c'était fin mars. Et donc, depuis fin mars, il s'en est suivi une longue période de réathlétisation. Donc, d'abord avec du repos complet, puis avec de la natation, du vélo elliptique, du renfo, de la muscu, progressivement du vélo de route, de plus en plus de vélo de route. Et puis, au bout d'un moment, là, ça fait 3 semaines que je reprends la marche course. Et puis là, ça fait une semaine que je suis que sur de la course à pied. Donc voilà, le but c'est d'essayer de à la fois perdre le moins possible en termes de capacité physique, mais aussi essayer de reprendre la course à pied, pas trop tôt, mais le plus tôt possible quand même, donc sans trop prendre de risques. Donc là, j'en suis à un moment donné où là, juste après le podcast, je pourrais aller courir 50 minutes d'affilée. Tu vois, donc pour moi, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et là, globalement, les cycles un peu de gestion, toi, psychologiquement, de cette blessure, donc tu avais déjà été confronté à ce type de blessure. Est-ce que tu l'as appréhendé? Est-ce que tu t'es aussi appuyé sur un peu ton expérience de gestion de la précédente pour la gérer peut-être différemment? Ouais, je pense que c'est pas mal à l'expérience. Après, c'est vrai que ça demande vraiment d'avoir la tête froide et je pense que on réagit tous différemment. Moi, j'ai eu 3 cycles. Il y a eu vraiment quand j'étais à La Réunion pendant 2 jours où, en gros, voilà, on est en stage, on prépare ce qui allait être un gros mois d'avril avec les France de trail, les France de montagne, pour préparer après être sélect, j'espérais être sélect puis préparer les Europes et tout. Enfin, c'était vraiment un gros cycle. Donc là, déjà, il y a 2 jours où t'es dans le canapé, tu vas à la boulangerie 2 fois par jour et voilà, grosse décompression, etc. Après, voilà, j'ai essayé de me prendre en main parce que moi, j'étais en stage avec ma copine, du coup, Jade Rodriguez, qui préparait aussi, elle aussi, tout cet enchaînement au mois d'avril et j'avais pas le droit de lui foutre en l'air son stage parce que moi, j'étais blessé. Donc, j'ai essayé un peu de pas me mettre à son service, mais en tout cas, voilà, rester le plus normal possible, voilà, c'est-à-dire pas tirer la gueule, pas tout ça, pour essayer de l'aider au maximum. Voilà, je me suis dit ça peut servir à ça. Donc ça, c'était un peu la première partie. Ensuite, on est rentré de La Réunion. C'était marrant, on rentrait en Réunion avec les béquilles, 2 vélos, 2 valises et tout. C'était vraiment drôle. Et ensuite, il y a eu une phase genre de 2-3 semaines où là, je me suis dit, bon, ok, je suis blessé, je vais profiter pour faire autre chose. Du coup, j'ai vraiment bien géré. Genre, j'ai pu aller aux France de Trail, encourager les copains, encourager Jade et tout. J'ai pu aller à la Sélect de Montée-Sèche. Ça allait vraiment bien. Et ensuite, à partir de 4 semaines, on va dire, 3-4 semaines, donc vers le 20 avril, fin avril, là, j'ai senti vraiment le besoin c'était dur, donc j'avais un peu besoin d'être plus tout seul, plus me renfermer un peu sur moi, etc. Et ça, c'est une deuxième partie, en fait, où être sportif de haut niveau, ça nous manque, en fait. Ça me manque de, je sais pas, de comprendre mon corps, de le voir évoluer, de le voir progresser, etc. Et du coup, là, c'est plus une partie où, voilà, je suis pas allé aux France de montagne, je suis plutôt allé chez mon frère à Pau pour découvrir, pour pouvoir m'entraîner tranquille, etc. Après, voilà, essayer de bouger un peu à droite à gauche. Et là, c'est plus une partie, du coup, je me renferme un peu sur moi-même. C'est pas que ça va plus ou moins bien, c'est juste que j'ai besoin d'être plus à l'écoute de moi-même. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup donné, beaucoup pris sur moi et tout. Et du coup, j'avais plus l'impression d'avoir besoin de me replier un peu sur moi. Jusqu'à, voilà, après, je sais qu'une blessure, c'est des hauts, des bas. Parfois, tu rentres, t'as mal. Parfois, tu rentres, t'as pas mal. Mais ce qu'il faut, c'est regarder à une échelle plus dézoomée, tu vois. C'est pas, on a tendance à être trop la tête dans le guidon. Du coup, il faut plus dézoomer, se dire, bon, ok, en fait, les 7 derniers jours, les 10 derniers jours commencent à évoluer. Ah, finalement, ça a quand même bien évolué. Donc voilà. C'est un peu ça qui me permet de gérer une période de blessure et puis surtout m'appuyer sur des personnes de confiance, autant dans le milieu professionnel, mon coach Nico Martin, mon prépa physique qui fait partie de Cap Prévention, Gauthier Le Heutre, ou alors voilà ma copine, ma famille, mes amis proches, etc. Et là, les réjouissances sur lesquelles tu te projettes, elles sont là aussi très progressives, ou est-ce que tu regardes au loin et tu rêves avant tout de dire que tu seras aligné sur telle course dans X mois, ou est-ce que déjà le simple fait de te dire que dans 3 semaines tu vas pouvoir réalterner marché-course, c'est déjà en soi un micro-objectif qui te porte et qui te donne envie et qui te permet de tenir aussi, de garder le moral? Ouais, je pense qu'il y a plein d'étapes. Enfin, je sais qu'en tout cas, et je pense que la plupart des athlètes c'est comme ça, il y a vraiment 2 personnalités en moi. Il y a celle juste
qui kiffent courir en montagne. Enfin, franchement, moi, je ferais ça toute ma vie, que je sois payé ou non, que je sois dernier ou premier d'une course ou quoi. Puis après, il y a le côté compétiteur. Et le côté compétiteur, c'est une assez faible partie de ma personne. Mais voilà, forcément, je me projette sur des grandes courses et j'ai envie de les gagner, quoi. Donc en fait, sur une période de réathlétisation, on fait quand même beaucoup d'autres sports et des sports qui peuvent être très chiants, faut le dire, hein, des vélos elliptiques, du home trainer, des choses comme ça. Et puis il faut en mettre, hein. Enfin, faut y aller, avoir un volume conséquent et tout. Donc souvent, j'alterne les périodes où quand ça va et tout, juste je me dis voilà, rien que recourir, ce sera vraiment trop bien. Puis dès que je peux recourir, j'ai recouru en trail, je sais plus, il y a 2 jours ou quoi. Enfin, c'était juste magique et tout. La première fois, je crois que j'ai recouru, j'ai fait 9 minutes marche, 1 minute course, j'avais les larmes aux yeux, tu vois. Genre vraiment, c'est quelque chose que j'adore courir, quoi. C'est vraiment, c'est ancré en moi. C'est viscéral, ouais. Et par contre, les moments où c'est plus dur, les moments où voilà, faut aller faire une séance en vélo, une séance de bourrin, j'aime pas le vélo, et puis bon, une séance faut se faire mal et tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas le vélo, mais j'aime pas autant que la course à pied. Et du coup, là, je suis plus en mode, allez, bah, c'est maintenant que ça peut se gagner ou des choses comme ça, tu vois, un peu des trucs plus à l'ego ou des choses comme ça. Et donc j'alterne vachement, mais la plupart du temps, c'est juste je me mets des étapes en mode regarde déjà je peux recourir, enfin c'est magique quoi. On va rembobiner un peu le temps puisque là, ça y est, on a le droit de recreuser un peu plus sur la partie sportive. Tu l'as dit, donc tu as baigné dans un environnement très sportif. Tes parents faisaient de l'ultra, je crois, ne pas dire de bêtises en disant ça. Ouais, bah, ils en font toujours. Hein. Toi, tu as démarré très jeune déjà, je crois que tu as fait du raid multisport dès l'âge de 8-9 ans. Ouais, c'est ça, 8 ans, mon premier raid. Plaisait là ce côté touche à tout et multisport? Ouais, j'adorais ça. Bah, c'est vrai que ma mère, elle vient de la natation, mon père du vélo, et ils couraient tous les deux. Donc ça, c'était vraiment quand ils étaient jeunes. Et après, quand nous, on est nés et tout, ils faisaient plus du raid, puis de la course à pied à partir que moi, j'avais genre bah, à peu près 8-10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc en fait, j'ai toujours baigné dans utiliser le moyen que tu peux pour aller explorer dehors. Donc parfois, c'était le vélo. Quand on voulait aller loin, c'était du vélo. Du VTT, moi j'ai touché mon premier vélo de route en première année à l'INSA, donc à 18 ans, sinon j'avais jamais vu un vélo de route avant, enfin jamais touché un vélo de route avant. Donc c'était toujours en VTT, puis après c'était bah si on veut aller plus proche mais dans des endroits plus escarpés, bah c'était en crapahutant, marchant, courant, etc. Si tu veux aller sur une rivière, bah c'est en canoë ou en planche à voile ou des choses comme ça. Donc c'était toujours un peu utiliser ce qu'on avait à portée de nous pour pouvoir aller explorer. Et du coup ce côté raid multisport, moi c'était vraiment ça s'appelle raid aventure. Enfin nous c'était vraiment le partir et l'aventure, puis c'était une bonne excuse pour mes parents, ça les comprenait, c'est je peux aller jouer avec les copains et c'est bah attention, fais pas de bêtises, etc. Alors que c'était oui, je vais m'entraîner avec le raid pour les copains, je vais m'entraîner pour le raid avec les copains, ça c'était bah ok, allez-y, tu vois. Et puis donc ça et c'était faites des bêtises. Ouais, non mais ça du coup c'était au final on faisait les mêmes conneries qu'on faisait quand on est gosse, mais voilà quoi. Tu as ensuite pris la direction des pistes d'athlétisme, je crois, à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qui t'a porté plus spécifiquement vers la course à pied? C'est quand même cette discipline-là que tu avais envie de creuser un peu plus? Ouais, je pense. Je pense que quand on est petit, il y a quand même deux choses. Inconsciemment, il y a le côté, je crois pas trop, enfin, je crois pas au destin, mais il y a un peu le côté à quoi on est Destiné, ouais. présupposé, voilà, assigné à faire. C'est vrai que ouais, la première course que j'ai faite, c'est simple, enfin, je prends toujours cet exemple-là, on était deux frères, moi la première course à pied qu'on a fait, moi je l'ai gagnée, et tu vois, enfin j'étais premier, et mon frère, lui, il était dernier. Et au final, on s'est tous les deux mis dans la course à pied, tu vois, mais genre lui, il avait beaucoup plus de mérite que moi en fait, parce que lui, ça voulait dire que il partait de plus loin, il avait peut-être moins de talent, et au final, il a été très fort en triathlon quand il s'est entraîné, etc., et en course à pied encore plus. Alors que moi, en fait, je pense que c'était à la fois parce que j'étais bon, à la fois parce que mes parents s'y sont mis en même temps, tu vois, genre mes 10-12 ans, c'est là où ma mère a commencé à arrêter le raid et à essayer de se dire, allez, moi, je veux m'entraîner pour mon premier marathon, elle s'est licenciée dans un club, puis mon père a suivi, puis mon frère et moi, on a suivi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même ce côté, j'étais plutôt bon à ça naturellement, j'ai suivi mes parents, et puis j'adorais courir, quoi. Tu vois, fallait que je me défoule. Enfin, même encore maintenant, si j'ai pas mon quota d'entraînement dans la journée, je sens que j'ai trop d'énergie, quoi, tu vois. Comment est-ce que tu te rêvais plus jeune? Est-ce que tu t'autorisais à avoir des ambitions sportives? Est-ce que ça pouvait être ton idéal à la jeune adolescence, tu vois? Est-ce que tu t'imaginais un job un peu plus traditionnel ou est-ce que tu avais aussi cette aspiration et ce doux rêve de peut-être réussir dans le sport? Ah, c'est ouf parce que je l'ai tout de suite su. Enfin, en gros, j'ai pris ma première licence d'athlète à 13 ans et je m'en souviens très bien. Genre, j'arrive et je dis non, mais moi, de toute manière, là, je fais un peu de cross et tout, mais plus tard, je vais faire du trail, je vais être le meilleur en trail. Puis tu sais, t'es adolescent, t'as pas trop les barrières, tu sais pas trop, t'as pas cette notion de la différence entre ce que tu dis et ce que tu penses, tu vois, des choses comme ça. On allait chez mes voisins du bas de la rue qui faisaient de l'ultra et tout.
Et j'avais 14-15 ans, on regardait l'UTMB et tout. J'ai fait non, mais ça, peut-être dans 10 ans, moi, je le gagne, c'est sûr et tout. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce côté-là. Mais en même temps, tout le monde rigolait, sauf mes parents, parce que mes parents, ils savaient que je le pensais vraiment et que j'allais tout faire pour y arriver, tu vois. Et genre, c'est vraiment ce côté-là. Tout de suite, j'ai su ce que je voulais faire et tout de suite, j'ai été entouré des bonnes personnes et je suis allé chercher les bonnes personnes pour réussir, tu vois. Et même moi, par rapport à mes rêves de gosse, j'ai réussi 10%, tu vois. Et genre, j'espère bien tout réussir, tu vois. Mais ouais, donc je l'ai su très vite et surtout, je me suis pas mis de frein et personne m'a mis de frein. Tu vois, personne m'a dit, non, non, mais Sylvain, enfin, déjà, calme-toi. Enfin, tu vois, personne m'a empêché de rêver, en fait, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment important quand t'es jeune. Et donc ça a créé beaucoup de confiance aussi, le fait que tu sentes que les gens t'accompagnent dans tes projets, dans tes ambitions? La confiance, ça va, ça vient, hein. C'est franchement, bah, c'était vraiment guidé par, enfin, je me mentais pas, c'était ce que j'avais au fond de moi et je voulais aller le chercher quoi qu'il arrive, tu vois. Et en fait, je pense que ça traduisait non pas un désir de résultat, mais en fait un désir d'investissement. Tu vois, c'est que derrière, par exemple, quand j'étais petit, je disais ouais, mais ça, plus tard, j'aimerais trop être pro ou quoi. Ça n'existait pas encore les vrais pros en trail ou quoi, mais j'avais vraiment envie. En fait, c'était pas je veux gagner de l'argent avec la course à pied, c'était pas je veux gagner telle course ou telle course. Derrière ce discours, en fait, au fond de moi, il y avait juste un désir qu'à un moment donné, j'ai le sentiment que je sois à 100%. Tu vois, et c'est toujours cette quête, et même encore toujours cette quête du 100% que je cherche. C'est à un moment donné, à un jour dans l'année, 2 jours dans la saison, je suis à 100%. Et tu vois, c'est vraiment, c'est ce que je cherche, quoi. À quel moment tu as pleinement pris conscience de tes capacités? Est-ce que c'est très jeune? Est-ce que c'est justement sur la première course dont tu parles où tu as fini premier? À quel moment tu t'es dit qu'il y avait quand même ce potentiel-là, que tu pouvais, en tout cas que ça valait le coup de l'exploiter? Est-ce que tu dis une obligation un peu de moyens aussi, de donner les meilleures chances en bossant pour essayer d'aller le plus haut possible? À quel moment tu t'es dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à jouer? Franchement, en fait, je pense que le jour où je me rendrai compte, enfin, des capacités, comme tu dis, il faudra que j'arrête. À chaque fois que je me mets sur une ligne de départ, je suis dans l'incertitude et je cherche juste la confirmation. C'est vraiment, en fait, c'est comme si je saute d'iceberg en iceberg, tu vois, genre, et enfin, les icebergs visibles, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie en profondeur et genre, c'est la masse de travail, l'état d'esprit dans lequel je suis et tout que j'ai accumulé au cours des X semaines sans compétition. Et ensuite, boum, j'arrive sur un autre iceberg à face visible, tu vois, et je sais pas ce que ça me cache, je sais pas tout ça. Et du coup, je vais voir en fait si la course se passe bien ou pas. Et donc après, ce qu'il faut avec l'expérience, c'est qu'avant, je gérais très mal ces longues périodes sans compétition parce que du coup, je perdais progressivement. En fait, c'est inéluctablement, je perds la confiance en moi, tu vois, sans les compétitions. Et les compétitions, ça me permet, hop, de voir en fait où j'en suis. Et hop, après ça redescend. Et en fait, c'est avec cette expérience-là, j'arrive à perdre de moins en moins de confiance et à gérer de mieux en mieux les périodes de compétition. Mais du coup, j'ai jamais, pour revenir à ta question, ouais, j'ai jamais, enfin, j'ai pas, je pense, j'ai pas conscience et pour moi, il y a pas à avoir conscience de mon potentiel ou quoi. C'est juste, je sais que j'aime ça, je sais que je m'entraîne dur et en fait, à chaque course, je remets en jeu un peu tout ça pour voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Mais du coup, pour moi, mon potentiel, c'est juste ce que j'ai fait, tu vois. Alors qu'un potentiel, c'est un peu genre, qu'est-ce que tu es capable de faire? Mais moi, j'en sais rien ce que je suis capable de faire, en fait. Moi, je sais juste que ce que j'ai fait, je sais ce que j'aime faire, et on verra où ça m'amènera, quoi, tu vois. Est-ce que tu es un coureur qu'on pourrait cataloguer d'instinctif, qui est un coureur de cœur, ou est-ce que tu as le sentiment d'être un coureur qui a une dimension un peu plus rationnelle et raisonnée? Je pense qu'à l'entraînement, je suis très rationnel et raisonné. Et je pense qu'en compétition, je suis un coureur de cœur. C'est vraiment ça. Mais je pense que c'est le bon équilibre en tout cas, c'est l'équilibre que j'ai et qui me convient pour l'instant. C'est à l'entraînement, c'est quand même très cadré. Je suis quand même beaucoup dans plus ça va, plus je suis vraiment dans le monitoring des charges d'entraînement, que ça soit autant dans la planification en amont que dans l'exécution avec le cardio, le ressenti, le lactate, la puissance, etc. Enfin, c'est vraiment des choses que j'essaie de comprendre, tu vois, c'est de me faire ma propre expérience dessus. Donc ça, c'est vraiment pour l'entraînement. Mais pour la compétition derrière, y a toujours un plan, mais au final, c'est toujours aux sensations. Parce qu'en fait, en compétition, bon, déjà, le lactate, t'oublies. L'AFC, ça veut trop rien dire. Enfin, l'AFC, plus ça va, plus tu te rends compte qu'un jour sur l'autre, en fait, t'as pas vraiment de repère, quoi. Donc en fait, tu t'en remets juste aux sensations et à l'expérience de course, à ton expérience, à ton ressenti et tout. Et donc au final, en compétition, je suis quand même beaucoup un coureur de cœur, un coureur de panache. Enfin, j'arrive, il y a une rangée de personnes qui m'encouragent et tout. Je vais pas me dire ah bah monte pas trop vite ou quoi. Non, je vais kiffer mon moment en fait parce que tu vois c'est parfois ça m'a créé des déconvenues. Parfois au contraire ça m'a transcendé, ça m'a amené à faire des trucs que j'aurais jamais fait sans cette atmosphère de compétition. Donc voilà. Ouais.
La course spécifiquement en montagne, on a compris que c'était vraiment ton choix de cœur. Est-ce que c'est important pour toi d'aller chercher quand même de la diversité dans les formats? Est-ce que dans ta trajectoire aussi à moyen et long terme, tu considères que c'est une étape et tu as envie de plein d'autres choses et d'apporter de la diversité? Ouais, carrément. La course en montagne, c'est vraiment, pour l'instant, ça a été 90% de toutes les courses que j'ai faites. Franchement, c'est une discipline que j'adore en fait parce qu'il n'y a pas de fioriture, tu vois. Il y a très peu de compétition, enfin il y a très peu de communication. C'est pas du marketing, tu vois. C'est genre t'arrives, t'as un short, un t-shirt et puis allez-y quoi, montez à bloc et puis vous verrez en fait, tu vois. Et en fait, ça c'est des très grandes compétitions internationales, mais c'est comme, tu vois, moi les plus grands champions que j'admire dans n'importe quel sport, c'est ceux qui sont discrets, humbles, des choses comme ça. Un peu à l'opposé de moi. Moi, je suis pas un grand champion, mais genre, je suis un peu une grande gueule, tu vois. Et au contraire, moi, du coup, je suis vachement attiré par les gens qui sont humbles, discrets, etc. Et bah, pour moi, la course en montagne, c'est ça. C'est une discipline qui crée des champions plutôt humbles, réservés. Puis c'est une discipline élitiste, mais très réservée. Donc, je m'identifie énormément à ça, non pas parce que je le suis, mais parce que en fait c'est quelque chose que j'ai besoin de côtoyer pour pas partir trop voilà, être trop extraverti, etc. Donc pour moi c'est vraiment ma discipline de Ça cœur. t'ancre, Par ouais. contre ouais, c'est ça. Par contre voilà, j'ai plein de rêves, tu vois, mes rêves de gosse. Moi je cours, enfin toute ma carrière je vais courir après ces rêves de gosse. Et voilà, j'ai accompli ceux que je voulais accomplir en course en montagne. Mais par contre j'en ai accompli aucun qui était en trail ou en ultra trail. Et donc c'est bien ce à quoi j'espère me consacrer dans les années futures. Je pose régulièrement dans le podcast la question de l'autodiagnostic sur les capacités de chacun, les zones d'optimisation et puis les compétences dans lesquelles voilà, tu pensais être un peu au-dessus du lot. Toi, j'ai lu, j'aimerais bien que tu développes ce point. Tu considères que tu n'as pas de point fort. Est-ce que c'est un point faible? Est-ce que ça peut l'être? Ou est-ce que, voilà, on peut tourner la phrase dans les deux sens? Ouais, bah en fait c'est un constat quoi, c'est que j'ai pas vraiment de point fort. C'est la course en montagne, je la considère vraiment comme trois disciplines. Hein. C'est un peu, moi je suis un grand fan de triathlon. Et en fait pour moi il y a la montée, la descente, le plat. Et honnêtement j'ai pas de point fort. Enfin tu vois, tu me mets avec je suis pas dans les meilleurs mondiaux en montée, je suis pas dans les meilleurs mondiaux en descente, je suis pas dans les meilleurs mondiaux à plat. Mais en fait, mis bout à bout, bon, je suis pas dans les meilleurs mondiaux non plus, mais disons que c'est dans l'enchaînement des trois disciplines où je suis le meilleur de moi-même par rapport à juste la montée, juste la descente ou juste le plat. Du coup, c'est un peu un constat que j'ai fait. Après, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? J'en sais rien. De toute manière, voilà, j'aime bien la citation, on choisit pas son corps, mais ce qu'on en fait, c'est un peu ça. Bah voilà, moi j'ai un corps, en tant qu'athlète, c'est comme ça, et à moi de tirer mon épingle du jeu, quoi. Les mecs qui sont dans les meilleurs mondiaux en montée, bon bah ça se trouve ils sont moins forts à plat ou moins forts en descente, et bah voilà, c'est à nous de tirer notre épingle du jeu. Et d'un point de vue mental, comment tu t'auto-apprécies? Est-ce que tu as le sentiment de pouvoir encaisser les situations avec facilité? Est-ce que c'est dans un registre assez vite qui peut être émotionnel et qui peut te déstabiliser selon le contexte? Ouais, je pense que ça par contre, tu vois, tout ça c'est beaucoup de l'acquis, c'est-à-dire que c'est pas du tout inné chez moi. Gérer les situations avec des fortes contraintes émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, c'est vraiment pas quelque chose de facile pour moi qui peut vite me sortir de ma zone de confort. Autant voilà j'ai déjà eu des interviews après course où je dis n'importe quoi parce que en fait je suis tellement L'exercice, c'est pas simple. je suis shooté d'endorphine Mm. quoi, tu vois, et moi je sais pas me contrôler. Autant des situations voilà où il y a beaucoup soit de la tristesse, soit de la frustration, soit des choses négatives, j'ai aussi beaucoup de mal à gérer. Donc en fait c'est vrai que de base je suis plutôt un roller coaster quoi, tu vois, un peu un grand 8. J'ai des hauts très hauts, des bas très bas, et j'ai du mal à être stable, et c'est quelque chose vraiment sur laquelle je travaille. Pour l'instant je le travaille plus ou moins, enfin avec mon entourage quoi, pas avec une personne dédiée type psy du sport ou prépa mentale, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'apporter en fait dans mon entraînement, d'être beaucoup plus stable, c'est-à-dire que voilà, mieux gérer mes pics d'émotion, et par contre continuer à être pleinement dans l'émotion et dans le ressenti en course. Parce que en course, c'est majoritairement, enfin j'ai très rarement eu des pics bas en course. Je suis toujours méga excité, je suis toujours ingérable, tu vois, à sauter partout, à crier et tout, parce que ça fait X semaines, X mois que j'attends ce jour-là et qui va arriver, et c'est comme Noël, quoi, tu vois. Et donc ça, par contre, j'essaie au contraire, de le booster un maximum, et voilà. Donc j'essaie un peu de jouer sur les deux tableaux. Est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être un conseil que tu as reçu tout au fil de ton parcours? Là, tu es très bien entouré. Est-ce qu'il y a une chose, une idée qui t'accompagne tous les jours, là, que tu essaies de t'appliquer au quotidien dans ta pratique? Ouais, ça j'avais eu pas mal de discussions avec mon coach, hein, qui est aussi un très bon ami, Nico Martin. J'avais beaucoup de problèmes. Par exemple, le matin quand je me lève et je suis fatigué,
bah en fait j'étais bloqué dans mon lit. Enfin, tu vois, c'est au sens propre, tu vois. C'est genre en fait, je me projetais en me disant bah voilà, aujourd'hui tu vas faire ça, 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 et puis à la compétition dans 10 jours, dans X jours, mais tu vois, elle se rapproche. Et en fait, c'est souvent en fin de prépa que ça arrivait parce que j'avais une charge d'entraînement qui était encore assez conséquente. Du coup, genre j'étais assez fatigué, mais en même temps la compétition elle approchait. Et en fait, du coup, j'avais du mal à vivre l'instant présent, c'est-à-dire que la fatigue que je ressens, je me projette avec les sensations que j'ai à l'instant T, je me projette à la compétition ou je me projette à la journée qui va être dure ou quoi, et du coup, boum, refus d'obstacle, parce que forcément, je sais pas, courir une course à bloc, etc., alors que t'es en fin de prépa et que t'as pas encore fait l'affûtage, bah c'est dur, tu vois. Et donc vraiment, le conseil que je peux donner, c'est prendre au jour le jour, tu vois. Genre par exemple, moi j'ai vraiment du mal à m'entraîner avec des gens qui sont toujours en train de dire dès que tu as fini l'entraînement, ah puis demain il y a ça et demain parfois, enfin vraiment je dis stop, tais-toi. Enfin tu vois, genre moi j'ai besoin de vraiment prendre jour après jour, et ça m'aide vachement en fait au quotidien. Très bon conseil. Merci Sylvain. Avant de clôturer cette section, j'ai une dernière question pour toi. Il y a un double projet dans ta carrière qui est central, qui est pleinement assumé. Donc entre ta vie professionnelle, tu as commencé à le toucher du doigt dans notre intro. Quel bénéfice toi tu y vois? À quel point c'est essentiel? Qu'est-ce que les deux versants t'apportent? Est-ce que parfois il peut y avoir des frictions ou des frustrations par rapport à, je sais pas, d'autres athlètes qui sont engagés à 100% dans une trajectoire professionnelle complètement dédiée au sport? Est-ce que ça peut créer des frustrations? Est-ce que toi cet équilibre, il vaut tout le reste et peut-être il compense ces éventuelles frustrations que tu pourrais ressentir? Enfin voilà, quel bénéfice tu trouves à tout ça? Est-ce que c'est facile à mettre en place aussi ce double projet? Alors est-ce que c'est facile, je vais commencer par la dernière question je pense, mais est-ce que c'est facile de mettre en place un double projet comme ça? Je pense que c'est pas la chose la plus facile, mais en fait, la clé, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire que si tu es transparent avec ton employeur, donc côté hors course à pied, voilà, lui dire que quand t'es pas là, c'est pas que t'es en vacances, que si tu bosses à mi-temps, c'est pas parce que t'as pas envie de travailler, c'est tout ça, en fait. Et que après, voilà, il y a la chance de tomber sur les bonnes personnes, celles qui nous comprennent, celles qui nous écoutent, celles qui sont pas dans le jugement vis-à-vis de tout ça, etc. Voilà, donc il faut un peu de chance et beaucoup de communication. Voilà, donc c'est pas forcément facile. Après, voilà, moi, j'ai vraiment eu la chance de trouver ce que je cherchais pas finalement, c'est-à-dire quelque chose de, pour moi c'est parfait quoi. Après voilà, le double projet c'est un équilibre constant, à trouver. Donc bien sûr il peut y avoir des moments où il y a de la frustration, des choses comme ça. Après c'est comme dans tout projet quoi, il y a des hauts, il y a des bas, les mecs qui montent des startups comme les mecs qui sont 100% en pro, etc. Enfin moi c'est vraiment un choix que j'ai fait et j'accepte quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je garde cet équilibre parce que il y a peut-être 80-90% de haut et que 10 ou 20% de bas. Donc pour l'instant, ça me satisfait. Après, moi, c'est pas vraiment un double projet, dans le sens où en fait, moi, mon projet, il est sportif. Et je sais que mon seul but pour l'instant, c'est d'être le plus performant possible, ce fameux 100%, tu vois. Et je sais que pour être 100%, pour être à 100%, pour l'instant, moi, ben, j'ai besoin d'un petit truc à côté. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas vraiment un double projet où je cherche à m'investir de la même manière des deux côtés. C'est non, mon but, moi, c'est d'être la meilleure version de moi-même dans la pratique de mon sport. Et je sais que pour ça, pour l'instant, il me faut des moments où je déconnecte, je pense à autre chose, où je suis complètement dans un autre domaine, avec d'autres compétences, d'autres connaissances, d'autres personnes qui me connaissent pas du tout l'athlète, etc. Et ça, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose de positif pour moi de devenir plus fort. Et c'est aussi vis-à-vis de mes sponsors, etc. Enfin, tu vois, qui me payent parce que je suis pro. Enfin, moi, je me définis comme pro en course à pied, même si j'ai une autre activité à côté, parce que je pourrais tout à fait en vivre, que je suis dans les meilleures conditions pour performer et tout, mais j'ai besoin de ce petit truc à côté, ma petite bulle à moi, en fait, à côté avec mes collègues, pour pouvoir, en fait, m'épanouir à 100% dans mon projet sportif. Merci beaucoup Sylvain. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. T'es prêt? Ça a philosophé, hein. Attention. Hein. Ouais, tu peux prendre un peu d'eau. Attention, allez, ça c'est... Première question pour toi, le talent que tu aimerais le plus avoir? Ah ça, j'ai hésité, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est la téléportation quand même. Ah ouais, ça c'est bien. Parce que ouais, déjà, on est amené à beaucoup bouger, ça génère quand même pas mal de fatigue et tout. Puis même, en fait, il y a tellement de choix que je ne veux pas faire, mais que je suis obligé de faire pour aller voir mes proches, aller voir mon frère, ma famille, ma grand-mère, les trucs comme ça, où finalement je peux pas par manque de temps, par manque d'énergie, par manque d'optimisation de la récupération, des choses comme ça. C'est super dur de faire ces choix-là, donc franchement, si je pouvais claquer des doigts, me téléporter, ce serait trop bien. On aurait pu faire l'interview en présentiel en 2 secondes, tu vois, ça aurait été réglé. Ouais, voilà, tu vois. T'aurais oublié ton téléphone chez toi, t'aurais pu revenir le récupérer puis revenir. Ça. Après, il y a un point négatif, c'est le côté où en fait le voyage ça amène un sas de transition, tu vois. Et genre moi j'ai toujours été méga nul en transition émotionnellement, tu vois, quand je passe d'un lieu à un autre et tout, il me faut toujours du temps d'adaptation. Du coup je me dis genre t'es chez toi tranquille et tout, bam tu claques des doigts et je sais pas, t'es
avec un rendez-vous sponsor à ton bureau ou quoi. Enfin, ouais, ça serait trop. Je comprends, parfois, la rupture serait un peu forte. Moi, tu vois, le téléportation, je pense que ce serait effectivement le talent que moi j'aimerais avoir aussi. Et le moment où je le ressens le plus, c'est quand une course se termine. Enfin, tu vois, quand tu as fini, là, juste le moment où tu peux être chez toi, dans la douche, au chaud, enfin, tu vois, toute l'inertie de fin de course, etc. Une fois la satisfaction passée, ça, c'est vraiment un moment que j'aimerais arriver en tout cas, à stretcher dans le temps. Ah ouais, mais carrément. Deuxième question pour toi, l'émotion que tu gères le moins bien? Je pense c'est pas mal d'émotions, on va dire ces derniers temps un peu. Ça peut être un peu la tristesse ou la frustration. C'est-à-dire voilà, je suis blessé, je roule à vélo, je vois un single qui part à droite, un single qui part à gauche. Tu vois, faut vraiment que je prenne sur moi en me disant non mais ça va aller, tu vas pouvoir recourir. Parfois j'ai tendance trop vite à être défaitiste ou un peu à essayer de chercher vraiment l'absolu négatif, tu vois, pour me dire bon au pire je suis préparé à l'absolu négatif qui est je ne pourrai plus jamais courir de ma vie alors que c'est complètement dérisoire, tu vois. Mais du coup, je pense que j'ai un peu du mal. En tout cas, ces derniers temps, je me suis rendu compte que même si j'avais fait des progrès, voilà, j'ai parfois un peu du mal à gérer. Il faut beaucoup que j'intériorise en fait pour pas polluer vraiment l'atmosphère émotionnelle d'une pièce ou d'un groupe, quoi. Mais tu arrives à te satisfaire de choses, de situations, de résultats? Tu veux dire le résultat À te dire, ok, là j'ai bien fait, je suis content. Enfin, tu vois, là tu disais que tu passais d'un petit iceberg à l'autre, toujours parfois dans le coup d'après, en tout cas, à te projeter. Est-ce que tu arrives aussi à savourer, à te dire que tu as bien fait, à pas juste voir peut-être les pistes d'optimisation, mais te dire que tu as fait ce que tu pouvais au mieux de tes capacités? Ah ouais, franchement, ça c'est quelque chose je pense que je suis vraiment bien de ce côté-là. C'est que j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui passent une ligne d'arrivée, tu vois, et qui sont déçus. Genre moi, ça m'est très rarement arrivé. Alors parfois, m'est déjà arrivé, hein, mes premiers mondiaux seniors en course en montagne, j'arrive, je pleure et tout, mais en fait, c'est pas la déception, c'est juste que je me suis donné à 100%. Tu vois, donc à partir du moment où je me donne à 100% de l'instant T, tu vois, en fait, je suis content. Et parfois, je finis en croix et tout, mais je me suis donné à 100%, donc je suis très rarement déçu et je suis très content pour moi. Par contre, après, je fais rapidement une rétrospective en me disant, bon, ok, je me suis donné à 100% du jour, mais est-ce que mon 100% du jour est mon 100% ever, tu vois? Et à ce moment-là, parfois, il peut y avoir des grosses différences et c'est là où je me retourne et je me dis, ok, j'aurais pu améliorer ça, tu vois. Mais du coup, oui, il y a quand même une partie où je suis quand même très satisfait et quel que soit mon résultat, en fait, parce qu'il y a que moi qui suis juge pour me dire, est-ce que, honnêtement, regarde-toi dans la glace, est-ce que tu es donné à 100% aujourd'hui? Et en fait, je fais en sorte pendant la course qu'à chaque fois que j'ai cette question après la course, la réponse soit oui. Dernière question pour toi, j'ai pas trouvé dans nos échanges le mot que tu utilises le plus souvent. Ouah, ça c'est galère, hein. Franchement, j'ai essayé de demander un peu là peut-être, mais à part ça, t'as pas un petit tic de langage? Moi je dis voilà beaucoup, tu vois, je sais pas si les auditeurs du podcast s'en sont rendus compte, mais je dis beaucoup voilà. Et ça m'énerve. Ça c'est galère parce que j'ai pas mal de tics de langage qui changent, etc. Et je pense que c'est assez vulgaire. Enfin, parfois moi je dis souvent. Je suis prêt à tout entendre, vas-y. Tu vois, genre putain, genre okay. C'est un peu ma marque. Ta signature. Ouais, ton plat signature. Ma marque pour montrer quelque chose d'extraordinaire. Et comme je suis très extraverti et très dans le toujours plus et tout, je pense que je dis pas mal putain, c'était trop bien, putain, tu vois. Genre, mais voilà. C'est que du positif, c'est pas putain, ça me saoule, non. Ah non, après je sais pas si je dis les trucs qui me je pense que quand je dis les trucs qui me saoulent, au contraire, je fais très attention à mes mots et du coup, quand je dois exprimer quelque chose de négatif, ça sort voilà, parce moins que spontané. c'est des mots choisis parce que je sais que ça peut être une situation délicate où les mots auront vraiment un poids, du coup, je réfléchis, mais après je suis rarement dans des situations comme ça. Et sinon, du coup, là où je réfléchis pas, c'est souvent dans des situations c'est cool et tout, et donc là il y a le type de langage qui sort et il y a un peu de vulgarité, quoi. C'est ça. Merci beaucoup Sylvain. On va passer maintenant à la présentation de ta course épique. On va traiter aujourd'hui donc les championnats d'Europe de course en montagne. J'en plante le décor brièvement. Donc c'est l'édition 2022 à laquelle on va s'attacher aujourd'hui, qui s'est tenue du 1er au 3 juillet dans la pittoresque ville de El Paso, située sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries. C'est alors la première édition des championnats d'Europe de course en montagne et trail qui succède aux championnats d'Europe de course en montagne. Ils ont lieu sur un parcours spécifique en marge du Reventon Trail El Paso, voilà, qui a lieu en même temps. Donc il y a 5 courses à l'agenda de ces championnats d'Europe, la course en montagne en montée, la même version en junior, la version trail, et puis la course en montagne en montée et descente qui va nous intéresser aujourd'hui, et puis sa version junior. C'était donc un format de 17,6 km pour toi, en tout cas sur le papier, un peu plus de 850 mètres de D+. Il y avait, je crois, sur l'ensemble du week-end, 30 nationalités qui étaient présentes. Voilà, je suis à peu près planté le décor. Je ne sais pas à quel point tu connais le podcast, Sylvain, mais après la présentation de la course, c'est le moment où on joue un petit peu avec la question qui pique. Donc là, je me suis fait plaisir parce que d'habitude, c'est toujours n'importe quoi. Et là, c'était l'autoroute pour moi puisque cette course, elle plante son décor à El Paso. Et El Paso, je pense que tu le sais, c'est aussi une marque de produits de cuisine de style Tex-Mex. Tu vois ça ou pas? Ces produits jaunes, tu sais, les faritas, les trucs, les burritos, enfin tous ces trucs-là. Tu vois, El Paso. T'as forcément vu passer ça. Okay. Donc, je trouvais ça très important qu'aujourd'hui, on puisse parler de tortilla. Voilà, l'une des spécialités Tex-Mex.
Donc j'ai Allez, j'ai un vrai faux pour toi. Je me flagelle moi-même là. J'ai 3 questions pour toi. À toi de me dire si 3 affirmations en tout cas. À toi de me dire si elles sont vraies ou faux. Ok, sur la tortilla. vas-y. Lien très direct avec ta course donc. La première mention écrite des tortillas remonte à 1519 lorsque des conquistadors espagnols ont observé les Aztèques en préparer. Possible ou pas? Oh, ça c'est vrai, ça. Bravo. Franchement, moi j'aurais pas trouvé, tu vois. Et donc ouais. Ouais, c'était trop précis. C'est Enfin, ou trop, alors t'as ouais, vraiment je un peux être vicieux, esprit t'inquiète. vicieux, mais Ouais, ok. me fais pas trop confiance là-dessus. Effectivement, ils étaient en train des conquistadors espagnols ont vu les Aztèques qui étaient en train de préparer des galettes de maïs plates qui sont similaires à celles qu'on peut connaître aujourd'hui. Et ils se sont dit tortilla, c'est eux qui ont inventé le nom Ah, ou... ça, je sais pas. Je sais pas si c'est eux qui ont Je posé sais là. En pas. tout cas, c'est eux qui ont breveté la formule, en tout cas. Ok. Deuxième question, tu vas voir, c'est extrêmement difficile. L'annonce a été faite hier qu'une toute nouvelle course au format 200 miles allait voir le jour en septembre 2025 au Mexique, la Tortilla des Géants. 200 miles? Ouais, il y a le Tour des Géants et Non, oui, ils lancent la version Tortilla des Géants. non, ça, c'est C'est faux. faux. Ça. C'est évidemment complètement faux. 2 sur 2, franchement Ouais. pas mal. Dernière question pour toi. La plus longue tortilla jamais réalisée mesurait 2,4 km de long. C'est quand même pas mal. Et alors, il n'y a pas que ça. Elle a ensuite été utilisée pour confectionner le plus grand burrito du monde qui pesait 5 tonnes 8. Non, ça c'est faux, c'est trop. C'est improbable, mais c'est vrai. C'est un truc de dingue. 2,4 Ouais, c'est un km. truc de dingue. Et voilà. Et c'est l'œuvre du Cañarac de la Paz, qui est l'organisation qui représente le secteur de la restauration et des aliments assaisonnés au Mexique. Tu vois, j'imagine que tu connaissais cette organisation très bien. Et donc, Bien ce sûr. record date du 13 novembre 2010. Voilà. Invraisemblable Wow. quand même, 2 Ok. km 4. Mais tu vois, j'aurais appris quelque chose Ouais, aujourd'hui. quelque chose que tu pourrais vraiment ressortir à plein d'occasions dans Ouais, la vie c'est ça. courante. Je pense que c'est pour briller en société, t'as des Ah, bonnes la infos. prochaine fois que je mange des tortillas, je sortirai ça. Et puis on espère te voir un jour sur le Tortilla des Géants quand même. Comme tu as dit que tu allais Ah, explorer ben, je des préparerai formats. ça. Ouais. On compte sur toi. J'enverrai mes parents d'abord. Bon écoute, tu as pas tortillé en tout cas avec cette question qui pique, qui était pourtant pimentée. On va passer maintenant à tes championnats d'Europe de course en montagne, une course à laquelle tu peux peut-être aller en tacos, je sais pas. Question d'ouverture. Il y a ces championnats d'Europe qui induisent de porter le maillot de l'équipe de France. Quel attachement toi tu portes à l'équipe de France? Quelle place elle peut avoir dans ta vie en complément de ta trajectoire plus individuelle? Et puis est-ce que dans cette saison-là, est-ce que ces Europes s'inscrivaient vraiment comme l'objectif en haut de la liste? Ouais, clairement, c'était le gros objectif, même pas de cette saison-là. En fait, c'est la première fois où je préparais un championnat international et que je me disais que j'avais potentiellement les cartes en main pour le gagner ou en tout cas pour faire vraiment quelque chose de bien. Pour la petite histoire, c'est la seule course de toute ma vie où j'ai appelé mes parents pour leur demander s'ils étaient dispo pour venir me voir. Alors que ça s'est jamais arrivé, c'est toujours eux qui viennent s'ils peuvent et s'ils sont pas là, c'est pas grave. Mais là, je sentais vraiment que j'avais besoin. Et du coup, ma mère pouvait pas, mais mon père est venu. Et tu vois, c'est un des souvenirs indélébiles, quoi. Ouais, pour moi, l'équipe de France, elle a vraiment c'est particulier, en fait, parce que c'est vrai que pour moi, c'est ce qui a confirmé le fait que c'est ce que je voulais faire, la course en montagne. C'est mes années juniors, ma première sélection en junior 1. C'est la première que tu peux avoir en junior 1. Enfin non, tu peux en avoir en cadet, mais je veux dire en junior, la première que tu peux avoir, c'est les championnats d'Europe. À l'époque, c'était championnat d'Europe et championnat du monde chaque année, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, j'ai découvert un endroit plus que l'équipe de France, c'est où chaque personne a la même passion que toi, la même envie que toi, le même investissement que toi. Et en fait, j'ai rencontré plein de super belles personnes en équipe de France, tu vois. Alors après, j'en ai rencontré plein d'autres, ça m'a ouvert plein de portes aussi, tu vois. Mais donc, je pense que ça a quand même une saveur particulière et c'est bête, hein, mais ça fait 2 ans du coup que j'y suis pas. C'est pas un réel manque parce que je suis heureux même quand je fais d'autres courses, d'autres circuits, etc. Mais quand j'y vais, c'est comme si un peu c'est bête à dire, hein, mais je me rentre un peu à la maison, tu vois, genre je me sens toujours bien avec les mêmes visages, les mêmes personnes, les encadrants, les athlètes qui changent, mais au final, je sais pas, quand t'es en équipe de France, il y a cette garantie que je vais avoir des personnes qui vont me comprendre, qui sont sur la même longueur d'onde que moi, qui sont à la fois sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qui vont tout faire, qui vont pas avoir peur de dire ce qu'ils sont capables de faire sans que ça soit mal perçu, qui vont être bienveillants avec eux-mêmes, qui vont prendre soin d'eux, mais en même temps qui font de la course en montagne, donc ce soit des passionnés de course à pied, de montagne, de grands espaces et tout. Et tu vois, c'est vraiment cette réunion de ces deux un peu esprits, ces deux mentalités qui font que je me sens bien à cet endroit-là, quoi, tu vois. Ta préparation là pour ce rendez-vous, elle est un peu contrariée là aussi par un problème au pied. À quel point ça a affecté ta prépa? Et puis est-ce que tu avais mis en place des choses très spécifiques en vue de cet objectif? Ouais, c'est vrai que durant tout l'hiver, je crois que c'était de fin novembre 2021 jusqu'à mars 2022. Pareil, j'ai eu un peu le même symptôme, mais un peu moins grave, en fait, parce que là, pourquoi je me suis pas étalé là-dessus, mais pourquoi cette année ça a dégénéré? Parce qu'en fait, j'ai changé de chaussures de vélo. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand la course à pied, ça me fait un peu mal, je fais du vélo. Et donc, ce que j'ai fait avant les Europes et qui marchait très bien pour calmer l'inflammation, j'ai essayé de le faire aussi cette année. Sauf que, ça faisait que
aggravé l'inflammation en fait. Donc c'est ça qui a dégénéré cette année. Mais en tout cas, il y a 2 ans, j'avais quand même bien réussi à le gérer. Et donc j'avais fait un hiver sans aucun cross parce que je pouvais pas trop courir. Je pense que c'est le premier hiver où je me suis quand même mis un peu à skier quoi, assez régulièrement, au moins une fois ou deux par semaine. Et c'est aussi le moment où l'INSA, donc là j'étais en école d'ingénieur, m'avait autorisé à faire un an en distanciel complet. Donc en fait j'étais venu à Grenoble. J'avais pris un appart à Grenoble, il y avait beaucoup plus parce que l'INSA donc c'est à Lyon. Pour le dénivelé c'est compliqué et là où j'avais pu m'entraîner à Grenoble vraiment. Donc en amont voilà, c'est là j'étais parti du coup pour la première fois à La Réunion en stage. J'avais fait un premier stage d'acclimatation à la chaleur. J'étais revenu. C'est là où j'ai pris conscience de finalement mon hiver sans compétition et sans trop de volume à pied et tout m'avait pas trop porté préjudice. C'est en rentrant de La Réunion, boum, je fais la Sky Race des Mathésins. Et je pense que c'est ma plus grosse cote jamais enregistrée de toutes mes courses quoi. Tu vois, j'avais fait vraiment un gros chrono là-dessus. Sur le coup, j'ai pas trop réalisé, j'ai pas trop compris et tout, mais genre je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là où je me suis autorisé à rêver du titre aux Europes en fait, tu vois. Et enfin que c'est devenu plus, c'est passé du rêve à l'objectif plutôt, tu vois, quelque chose comme ça. Donc pour moi c'est vraiment comme ça que c'est venu la préparation et ensuite c'est confirmé un peu plus tard aux France de montagne où j'avais encore des super sensations. Tu as aussi brillé, enfin, en tout cas les différentes étapes qui t'ont mené jusqu'à la course se sont bien passées. Tu l'as dit, la SKRS des Mathésins, tu as gagné aussi le 23 km du Nivelles-Revard, donc tu étais j'imagine dans des dispositions psychologiques très favorables. Ça a pu d'ailleurs amener autour de toi, enfin le fait que les regards convergent autour de toi et sur une espèce de conviction que tu étais un des top favoris de la course. Est-ce que c'est quelque chose qui est simple à porter pour toi? Est-ce que ça te laisse complètement indifférent d'avoir ce statut-là? Bah en fait j'ai eu quand même pas mal de chance parce qu'au fur et à mesure que je progressais en fait dans mes années juniors, espoirs et jeunes seniors, bah ou maintenant jusqu'à maintenant, c'est que j'ai eu le temps d'apprendre en fait au fur et à mesure. C'est que j'ai jamais perfé d'un coup ou je me suis jamais retrouvé boum d'un coup au centre et tout. Ça a été vraiment progressif et je le suis pas du tout encore, tu vois, au centre de l'attention ou quoi. Mais du coup, j'ai eu le temps, en fait, à chaque étape, de faire mes erreurs, de comprendre ma situation et puis de modifier. Tu vois, je prends un exemple. Au début, j'avais du mal à faire des courses de haut niveau. Mais tu vois, dès les années cadets ou quoi, j'étais super fort. Puis j'arrivais aux France de cross, où c'est un peu l'événement phare et tout, et j'étais nul. Parce qu'en fait, je savais pas courir par rapport à moi. En gros, je savais courir les courses régionales, interrégionales, parce que je partais avec les premiers, je pétais un peu sur la fin, et puis je faisais genre 4, 5e, 6e, tu vois. T'arrives aux France de cross, tu pars avec les premiers, bon bah je faisais un kill 5 puis je pétais, je suis 250e parce que c'était pas mon rythme. Donc tu vois, il y a cette première phase où je me suis dit OK, bon bah là il faut que tu apprennes à courir à ton rythme. Puis après la deuxième phase quelques années plus tard, là je savais courir à mon rythme et faire des courses avec du haut niveau. J'adorais ce statut de personne me connaît, je suis à la ligne de départ et tout, puis boum, je claque un gros truc et c'est trop cool, tu vois, type trophée Onasego en 2019 ou des choses comme ça. Et après, troisième étape, il y a eu le statut où là, c'est les France à super dévoluer en 2020 ou les choses comme ça, où là, je m'en souviendrai toute ma vie, je m'échauffe sur le parcours et genre tous les 10 mètres, il y a quelqu'un qui me dit « Allez Sylvain, elle est pour toi aujourd'hui, tu vas gagner et tout ». Et je m'en souviens, j'avais dû changer de lieu d'échauffement ou quoi parce que j'arrivais pas à gérer. Et je pense que c'est la course où j'ai eu le plus de pression de toute ma vie en fait. Et j'ai appris, tu vois. Donc au fur et à mesure, tout ça pour dire en fait que c'est les stades et petit à petit tu montes, tu vois. Et donc en fait au final maintenant, je sais pas quels seront les autres stades, tu vois, mais pour l'instant en tout cas à mon échelle de performance, c'est-à-dire pas le meilleur du monde non plus quoi. Voilà, j'arrive au championnat d'Europe. Moi intimement, mes proches, mon coach et tout, on sait que je peux faire des bonnes choses. Bon après ça reste la course en montagne quoi, tu vois, enfin il y a pas l'équipe 21 et t'es pas au JT de n'importe quelle chaîne nationale quoi, tu vois. Est-ce que tu regardes l'environnement? Est-ce que tu mets le nez dans la start list? Est-ce que c'est le genre de choses que tu prends en compte ou vraiment le focus c'est toi et toi seul? J'ai toujours une règle sur les courses de select, je regarde jamais ni le parcours ni rien du tout avant d'être select. Ça c'est vraiment c'est un peu j'ai l'impression que ça me porte malheur sinon, tu vois, avant. Donc souvent c'est mon coach ou quoi qui regarde avant parce qu'il regarde s'il y a des. Tu vois, on avait vu que c'était aux Canaries début juillet, donc il me dit ce serait bien que tu ailles faire un petit stage à la chaleur quand même en amont de l'été continental, etc. Mais moi je regarde rien et je m'y intéresse après. Et après pour tout ce qui est la start list et tout, je regarde très tard. Je regarde un peu, tu vois, souvent je sais quand même plus ou moins, mais je regarde très tard parce que sinon c'est des choses auxquelles je pourrais m'accrocher pendant ma prépa, qui sont en fait des mauvaises motivations. Tu vois, des motivations que je vais éloigner pendant ma prépa. Je veux juste être centré sur moi, faire le meilleur de moi-même jour après jour. Et voilà, c'est des trucs que j'essaie un peu d'éloigner. Alors après, bon, avec les réseaux, avec les copains, copines à droite à gauche qui disent ah t'as vu, il est là sur la course. Parfois, voilà, j'arrive à le gérer, mais c'est pas quelque chose. Voilà, je le regarde très tard, genre 2 jours avant la course ou des choses comme ça. À quel point c'est possible de mettre une stratégie en place sur un format comme celui-là, justement, à un moment où tu commences à rentrer peut-être un peu plus
dans le dur de l'observation et de la compréhension de ce qui t'attend, du terrain, etc. Sur une course aussi courte, aussi intense, est-ce que c'est possible d'avoir une stratégie vraiment très fine? Ouais, bah franchement, en fait, on regarde même les coureurs de 400, hein, il y a de la gestion, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas, alors oui, sur 100, sur 200 mètres, il y a peut-être pas de gestion, et encore, je suis pas assez spécialiste pour le dire, mais voilà, je sais qu'il y a de la gestion sur n'importe quelle distance, donc là, c'est quand même enfin, pour nous, c'est court, mais pour n'importe quelle discipline de l'athlétisme, c'est un format très long, quoi. Donc, non, moi, il y avait vraiment une gestion, quoi. C'est en gros, il y avait 2 montées, 2 descentes. Et donc, la première règle, de toute manière, c'est courir à mon allure, quoi. C'est-à-dire que quand je suis sur la ligne de départ, je me projette toujours sur le temps de course. Je me dis, OK, rappelle-toi, tu vas courir, dans lequel je m'étais dit, tu vas courir 1h15, 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 1h15. Et en fait, à force de me le répéter, mon corps, il va s'habituer, tu vois. Il va se dire, OK, là, en fait, si je commence à être lactique au bout de 4 minutes, c'est pas bon, tu vois. Et donc, il y avait un peu ça. Et ensuite, c'est pendant la course. C'est vraiment tout à l'expérience. C'est la première montée, essayer de s'économiser au maximum, c'est-à-dire en essayant de tirer le plus petit braquet possible, donc beaucoup de fréquences, etc. C'est essayer de courir plus par à coup, c'est-à-dire tu sais, quand il y a des montées raides et ensuite c'est moins raide ou quoi, bah voilà, j'essaie de lisser au maximum mon effort dans les montées raides, quitte à rejoindre le groupe ou quoi sur des trucs, sur des passages qui montent un peu moins ou quoi, pour utiliser moins de force, des choses comme ça, parce qu'on sait que la force, à un moment donné, plus t'en mets au début, enfin, t'as une jauge limitée d'endurance de force, quoi. Donc, des choses comme ça. Et ensuite, c'est pendant la course. Pendant la course, quand je vois que un tel est avec moi, ok, lui, il est meilleur là-dessus, enfin, voilà, c'est un peu au poker, tu vois. C'est lui, c'est quoi ses cartes, qu'est-ce qu'il a comme carte en main, qu'est-ce que j'ai moi. Et donc ça, en fait, ça passe par la connaissance de ses adversaires, mais sans stalker tout le monde, tu vois. Mais c'est juste, bah voilà, ça fait 4-5 ans que je cours sur le circuit, je sais que un tel il est très fort en descente ou pas fort en descente, voilà, des choses comme ça. Il y a plein de niveaux de gestion, mais la principale, elle est quand même personnelle, quoi. C'est qu'est-ce que je peux faire par rapport à moi pour aller le plus vite possible, quoi. Je n'ai pas les idées claires là-dessus, sur ce type de format, et évidemment sur ce niveau d'intensité auquel tu es, mais en termes de nutrition, comment ça se gère une course comme ça là? Bah ouais, c'est intéressant parce que je pense que la plupart des coureurs en montagne, ils prennent rien, ils boivent pas, ils courent pas. Ils courent pas, ils boivent pas, si, ils courent un peu. Ils boivent pas, ils mangent pas. Mais par contre, c'est vrai que moi sur cette course-là, à partir du moment où ça dépasse 50 minutes, 1 heure, je fais quand même gaffe à boire et à manger, même si ça sert pas à grand chose. Tu vois, boire, c'est pour un peu la sensation, tu sais, c'est une gorge très très sèche et après voilà, c'est quand même plus compliqué. Donc là, en fait, je m'en souviens, sur ce genre d'effort, j'avais pris un gel avec moi et j'avais essayé plus ou moins d'essayer de l'ingurgiter la moitié ou quoi, mais t'es tellement à des intensités élevées que c'est compliqué. C'est pour ça quand il y a des gens qui me disent ouais, t'arrives à manger sur des courses sur Sierzinal ou quoi, tu fais non mais Sierzinal ça va l'intensité, hein. Je dis pas que c'est facile, mais je dis juste que c'est une course de 2h30 et que voilà, j'ai déjà appris à manger sur des courses d'1 heure, donc c'est plus compliqué. Mais après, sinon, j'essaie toujours d'avoir quelqu'un qui me tend une flasque, tu sais, avec un peu de produit énergétique ou des choses comme ça. Et si j'arrive à en prendre 1 ou 2 gorgées, parce que les gobelets, les gobelets, tu peux te mouiller, mais boire, c'est super dur. Une petite flasque, t'essaies de boire 1 ou 2 gorgées, c'est plutôt pas mal. Et il me semble que sur ce championnat, j'avais même pris une ceinture avec une flasque dedans. Parce que voilà, je sais que je suis grand et mon corps, il est très, très énergivore. C'est-à-dire qu'il sue énormément, il consomme énormément de glucides. Et donc, il faut, en contrepartie, que j'ai quand même un apport plus important que la moyenne, quoi. Est-ce que tu as une routine d'avant-course? Ouais, plein. La musique beaucoup, je crois, il y a un petit footing la veille. Ouais, je pense que ça commence. Si on commence déjà rien que le matin avant la course, ouais, je me réveille et je pars marcher 10-15 minutes avec de la musique au début pour me réveiller, puis de plus en plus énervé et tout. Puis je finis par quelques petites activations, comment dire, articulaires, des choses comme ça. Ensuite, je rentre et je prends un petit déjeuner. Souvent, j'aime pas le prendre trop tôt. Genre souvent, je le prends 2h30 avant la course, mais je prends quelque chose de très léger. En fait, je considère que toutes mes réserves, elles ont été faites les jours qui précèdent la course. Et donc le matin, voilà, je prends un petit déjeuner. Ensuite, je bois jamais de café, mais sur les courses, je prends un café 1 heure à 1h30 avant la course. Et ensuite, souvent après, là, quand il y a le championnat, le grand championnat, tu vas, tu rentres dans une espèce de chambre d'appel, enfin, pas vraiment chambre d'appel, mais là où tu peux déposer tes affaires, te changer, etc. Ensuite, je vais m'échauffer, ça dépend. Dans une course normale, c'est plutôt 45 minutes avant. Tu as une course assez rapide, faut quand même s'échauffer beaucoup. Je te dirais peut-être pas la même chose sur un ultra ou des choses longues, même si j'ai pas d'expérience dessus. Et voilà, après c'est souvent un petit footing d'échauffement, des gammes, des accélérations, tu mets ta tenue de course, etc. Et puis voilà, une dernière accélération sur la ligne. Et c'est surtout, c'est mentalement. Enfin, tu vois, c'est mental. En fait, souvent je vois plus rien. Enfin, tu vois, c'est ces championnats d'Europe. J'ai appris après coup que c'était genre, je savais que c'était aux Canaries, mais genre c'est après le voyage, je me suis dit putain, c'était sur quelle île en fait. Tu vois, je suis tellement
hôtel, entraînement, lieu de compète, hôtel, entraînement, que je suis avec les copains de l'équipe de France, tout, mais je suis tellement Il n'y a pas le dézoom dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ouais, ça, on est tous dans une bulle, et il y a après coup, où, quand j'y suis retourné aux Canaries, je me suis dit, putain, en fait, le championnat d'Europe, c'était sur quelle île, tu vois, je savais même pas, tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà, je suis ultra focus, et puis je me répète, voilà, plein de petites pensées positives, de ce que je dois faire, souvent je me répète, cours pour toi, ton allure, enfin, la bonne allure, c'est ton allure, enfin, des choses comme ça, tu vois. Ça y est, Sylvain, on est le dimanche 3 juillet 2022, le départ est imminent, donc on a compris, je pense, vu ton caractère, qu'il y a beaucoup d'excitation, d'attente, de perspective, de plaisir. Est-ce qu'il y a de la place malgré tout pour un peu d'appréhension? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te questionne ou sur lequel tu pourrais être un peu craintif, c'est excessif, mais en tout cas que tu as l'impression de moins maîtriser peut-être? Ah bah oui, tu maîtrises pas. Là, en fait, le problème sur cette course, c'est que je pense, c'est la seule course où, en fait, si je savais que si j'allais pas gagner, j'allais être déçu. Et genre, c'est ouf parce que jusqu'à là, mon meilleur résultat en championnat d'Europe, c'était, je crois, 11e ou quoi à Zermatt en 2019. Enfin, voilà. Et pourtant, au fond de moi, je le savais. Et c'est la seule course, ça m'a fait ça, et c'était pas bien. Hein. C'était pas bien. Et là, maintenant, je l'ai rectifié et tout, parce qu'on en discutera. J'ai mis longtemps à m'en remettre et tout. Mais en fait, cette course est devenue tellement le centre de mon monde que si je la gagnais pas, j'allais être déçu. Et donc, en fait, autant tu peux maîtriser ta course, tu peux maîtriser tes intentions de course, mais tu peux pas maîtriser tes adversaires. Enfin, je veux dire, on sait pas. Ça se trouve, je peux faire la même course, refaire la même course et faire 10e, ou refaire la même course et faire premier avec 15 minutes d'avance. Enfin, tu vois, on n'en sait rien de tout ça. Donc, je me souviens sur la ligne de départ, j'avais de l'appréhension. Enfin, je m'en souviens même, c'est la seule fois où j'ai failli pleurer sur la ligne de départ. Mais genre, pleurer, pas de tristesse, pas de panique, mais je débordais d'émotions, tu vois, genre, et c'était le moment où je savais pas encore, je pense que je savais moins les gérer que maintenant. C'était il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, mais, et ouais, je m'en souviens, ouais, j'ai failli fondre en larmes sur la ligne de départ juste parce que trop plein d'émotions, quoi, tu vois. Donc, voilà, beaucoup d'appréhension, et en fait, juste allez-y là, lâchez-nous, qu'on aille faire ce qu'on sait faire, quoi, tu vois. Sylvain, tu vas nous parler de ta course maintenant. On avait un peu échangé en amont de cette interview, donc il y a, on va dire, 3 chapitres pour la raconter peut-être. Est-ce qu'on peut commencer par ce départ en groupe? Est-ce que ça part forcément tout de suite pleine balle? Est-ce que sur ces formats-là, c'est impératif de partir pied au plancher? Ça dépend de ton point de vue, quoi. Tu vois, tu mets un ultra trailer, il va te dire que ça part à bloc. Tu mets un pistard, tu vas te dire que c'est parti à 2 à l'heure. Après, moi, là, c'est là où je me rends compte dès le début, en fait, que j'étais vraiment en forme et tout. C'est vrai, j'ai l'impression que ça part doucement. Et en fait, on est parti vite. Tu vois, on est parti vite, mais j'ai vraiment l'impression que ça part doucement. Et je me souviens, en fait, tout le moment, il y a eu peut-être, je sais pas, 5 petites dizaines de minutes, tu vois, où on était un peloton assez conséquent et tout. Et je me dis, putain, mais ils courent tous au bluff. Enfin, je me souviens vraiment avoir fait cette réflexion pendant la course, genre, ouais, mais ils courent tous au bluff, quoi. Quand ça va partir, ça va faire mal, tu vois. Et en fait, c'est jamais parti. Parce que ça a pété de l'arrière, et on s'est retrouvé après 3 puis 2. Mais parce qu'en fait, moi, je me rendais pas compte, tu vois. Genre, juste, j'étais vraiment trop en forme, et j'avais des super sensations, et du coup, j'avais l'impression que tout le monde était comme moi, tu vois. Un peu ce truc de manque de confiance en soi, tu vois. Genre, le côté, si je suis facile, c'est que les autres sont encore plus faciles que moi, tu vois. Un peu ce côté-là. Donc, non, de mon point de vue, ça part pas très vite, mais après, c'est super subjectif. Et ça part groupé. Il y a quand même un des coureurs que tu surveilles avec attention un peu plus que les autres, peut-être, qui est Maestri, c'est ça? Qui est annoncé aussi comme un des grands favoris de la course. Donc, il y a ce départ groupé, puis ensuite, il y a le duel. Il y a le moment où vous vous retrouvez 3 puis 2. Est-ce que tu peux nous embarquer aussi avec toi sur ce moment-là? Ouais, bah en fait c'est vraiment ça. Donc là la première montée, c'était un parcours quand même très roulant, hein. Donc il y avait un peu moins de 18 bornes pour 800. Donc bon, le ratio il est quand même déjà assez roulant de base, et c'est des chemins très propres qui vont quand même très très vite, très peu techniques. Et donc ouais, je m'étais dit de toute manière, moi, la première montée, première descente, vraiment je laisse faire. Enfin voilà, c'était à chaque fois j'ai un peu un scénario de course idéal, puis ça se passe jamais comme ça se passe comme ça, hein. Mais je m'étais dit au moins dès le début, enfin laisse faire, tu vois. Et donc je vois que c'est rapidement Cesare, du coup Maestri, qui prend les commandes. C'est un coureur que je connais vraiment bien. C'est un coureur en montagne par excellence que voilà, moi j'admire énormément, et bah voilà, qui a vraiment un bon pote dès qu'on se croise et tout. Enfin, on est vraiment content de se croiser et de partager des entraînements ou une discussion. Donc il prend vite les commandes et ça étire un peu le peloton. Et du coup, bah, moi, je me mets derrière lui, tu vois. Et en fait, à un moment donné, je me retourne et on n'est plus que 3, mais avec Dominique Rolly. Donc lui, il est plus spécialisé sur route ou quoi. Il a des gros chronos sur semi. Et je me dis, putain, on est déjà plus que 3 et tout. Et c'est là où je me dis, bon, en fait, ça va peut-être pas trop changer d'allure, tu vois. Et donc, en fait, toute la montée, après, à partir du milieu de la montée, on se retrouve plus qu'à 2 avec Cesare. Et donc là, moi, je reste il va quand même vraiment vite.
au fur et à mesure, voilà, ça fait 15 minutes que tu cours et tout, tu commences à arriver en haut de la bosse, tu te dis bon, finalement, ouais, on va vite, je comprends pourquoi les autres ont pété. Enfin, tu vois, c'est là je commençais à sentir que voilà, Ça tapait. voilà, ça tapait. Et du coup, je me dis bon bah déjà trop bien. Enfin, tu vois, déjà je me suis pas fait un film ces 3-4 derniers mois. Enfin, on s'est pas fait un film avec toute mon équipe. Genre déjà, je suis en lice pour jouer le podium, genre la première ou la deuxième place, tu vois. Donc ça, c'est quand même trop cool. Tu joues la gagne, Donc ouais. déjà, il y a une grosse pression qui s'enlève à ce moment-là, mais en fait, j'ai envie de gagner en fait. Tu vois, genre j'ai vraiment envie de tout donner. Enfin, pas de gagner, mais de vraiment tout donner. Tu vois, de faire de vraiment jouer avec Maestri le plus longtemps possible. Et du coup, bah, on bascule. Et en fait, après, on fait la descente. Et la descente, c'était 3 kills. Et pour te dire, je crois, on fait, sur le 3000 mètres de descente, on fait 8 Une 14. boucherie, Donc, ok. tu vois, donc ça fait genre 2,44,6 au kill de moyenne. Donc, vraiment, on Incroyable. envoie. Et en fait, c'est que ces arrêts. Enfin, moi, franchement, à sa place, je serais allé moins vite, hein, mais c'est lui qui faisait l'allure. Donc, j'étais obligé de tenir, quoi. Tu vois, tenir. Je me suis dit, oh putain, bah la remontée, parce que du coup, fallait remonter, tu vois, après, et redescendre. Je me suis dit, bah là, la remontée, elle va faire mal, tu vois. Mais je savais qu'il avait eu, il m'avait dit qu'il avait eu un petit pépin au genou, et du coup, qu'il n'avait pas trop fait de spé montée-descente, tu vois. Et les spé montée-descente, en fait, c'est montée, descente et remontée. En fait, c'est s'entraîner à enchaîner une montée après une descente rapide. Et je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre qu'il envoie autant la descente, parce que, enfin, ou alors il a fait gros bluff et tout, mais sinon, il va galérer à remonter, tu vois. Du coup, là, je commence à me dire, bon, enfin, là, j'étais vraiment à bloc, il faisait chaud et tout. On passe, ça passait une petite ville et tout, on était sur la route, il y a le panneau attention limité à 20 à l'heure, tu vois. Puis lui, il me le montre en rigolant et tout. Je me dis putain, moi je suis à bloc à 2,40 et lui il rigole, tu vois. Donc là, je me suis dit bon, ok, on verra ce que ça donne. Et dans ma tête, je mets une stratégie en place. Je me suis dit bon bah laisse-le mener la remontée, vois comment ça se passe et mets-toi en tête la possibilité que tu puisses aller plus vite que lui, tu vois. Et en fait, on commence à remonter et en plus c'était direct genre descente, un peu de plat. Et là, boum, remontée, pétard sur la route, plein cagnard, enfin dégueulasse. Le parcours était vraiment pas ouf, tu vois. Ok. Et là, en fait, je vois que je peux tout de suite changer de rythme. Enfin, tu vois qu'il est pas du tout dans le même rythme qu'il était à la première montée. Et du coup, c'est là où en fait notre duel il prend, en tout cas notre duel rapproché, parce qu'après il y aura le duel à distance, mais notre duel rapproché il prend fin. C'est que voilà, dès que ça remonte, je passe devant pour la première fois du parcours. C'est ça aussi qui est mentalement qui est dur. C'est pour ça que j'aime bien pas faire des relais ou quoi, mais toujours rester derrière, tu vois, parce qu'en fait le moment où tu passes devant le mec, en tout cas en course en montagne, tu vois, parce qu'en trail c'est différent, mais sur des formats plus longs, mais en course en montagne, le moment où tu passes devant le mec il fait aïe, merde, tu vois, là il va tenter quelque chose, ça va faire mal et ça fait mal au mental, tu vois, parce que pour lui il a été en tête tout le long et là boum, il passe deuxième, tu vois, entre guillemets. Donc mentalement je sais que ça peut faire un peu mal et voilà. Et en fait je passe et je prends mon rythme, tu vois. Enfin c'est pas comme en vélo poser des attaques et tout, ça c'est un peu pour les vidéos putaclic ou les choses comme ça, mais en vrai en trail on pose pas d'attaque, il y a pas de phénomène d'aspiration. Donc en fait si tu poses une attaque, bah t'es cramé 30 secondes après, quoi, tu vois. Donc en fait c'est toujours au train, c'est toujours tu prends ton allure, tu vois. Et donc moi je prends une allure qui est plus élevée que la sienne et petit à petit, mais c'est tellement un grand coureur expérimenté qui se connaît énormément, c'est que il lâche rien, quoi, tu vois. C'est genre pour lui prendre 1 mètre, puis 1 mètre, puis 1 mètre, c'est une bataille de 30 secondes pour lui prendre 1 mètre, puis 1 mètre et tout. Et tout le long de la montée, après, ça va être ça, quoi. Est-ce que toi, cette bascule en première position, à l'inverse de lui, est-ce qu'elle peut créer un truc qui n'est pas forcément positif, tu vois, comme les joueurs de tennis qui ont du mal à finir le dernier jeu de service, tu vois, pour l'emporter. Est-ce que toi, ça te met aussi dans cette situation un peu nouvelle sur une course qui est à enjeu fort pour toi émotionnellement? Est-ce que tu es au contraire très porté par cette chance d'être devant, ou est-ce que ça te met aussi une pression de là, maintenant que tu l'as, tu vas pas la perdre et ça peut te mettre en inconfort? Ouais, bah, je pense que c'est quand même plus inconfortable parce qu'en fait, il y a deux choses. Quand tu passes premier d'une course, tu passes de chasseur à chassé. Et franchement, je te jure que mais tous les coureurs le savent, c'est très très inconfortable cette période où t'es devant et t'es chassé. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mecs derrière, ils ont des chronos sur toi, mais toi, t'as des chronos sur eux qu'à un point après. Tu vois, un point. Tu vois, si t'as quelqu'un au bord du parcours et que t'es deuxième, et ben le mec il te dira bah le premier est passé à temps. Donc ça c'est facile, tu l'as en direct. Si t'es premier, nous, il n'y a pas d'oreillette ni rien. Donc, en fait, ton pote, il est là, il fait allez, bravo. Puis, il doit avoir 10 bornes après, et il va te dire ah, bah, en fait, il y a 10 bornes, t'avais 40 secondes. Puis, toi, t'as ça dans la tête, tu fais bah, super, enfin, les gens, j'en fais quoi de ça? Tu vois, donc, il y a cette position de chasseur et chassé, où tu deviens quelqu'un de chassé, et c'est beaucoup plus T'es à l'aveugle, compliqué. ouais. Ouais, t'es à l'aveugle. Et puis, à le côté aussi, bah, là, je pose toutes mes cartes, en fait. Là, je prends mon rythme.
Mais en fait, j'ai plus de carte en main, tu vois, je me dévoile complètement. C'est-à-dire que ça a été des semaines et des semaines de bluff un peu, tu vois, il y a toujours le truc des réseaux, le truc des bidules, des machins, c'est des films que tu fais dans la tête, tu vois. Enfin, moi, je suis un grand spécialiste pour ça. Et là, en fait, c'est le moment de vérité, quoi. Tu pars à ton rythme. Et puis bah voilà, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir ou quoi. Donc il faut vraiment lutter déjà physiquement, parce que je te dis que là t'es lactique jusqu'aux oreilles quand t'es dans ces moments-là, mais t'as aussi ce côté mentalement, genre reste focus, concentré, la fréquence, relâcher, enfin tu vois tout ça, boire une gorgée et bidule machin, mais c'est vraiment ce côté-là qui est inconfortable vraiment à gérer. À quel moment tu t'autorises à croire que tu peux l'emporter? Est-ce que c'est vraiment dans les tout derniers mètres? Ah oui, oui, parce que là, on est encore dans la deuxième remontée. Donc, en fait, toute la remontée, il y avait le coach du coup de l'équipe de France de trail. Ils avaient couru la veille, donc là, ils s'étaient juste ni encouragés. Il y avait Arnaud Bonin et puis Adrien Séguret qui m'encourageaient, qui me donnaient un peu les écarts sur le haut de la bosse, tu vois. Mais genre, je le voyais, hein, c'était 20 secondes, c'était des trucs comme ça. Après, je savais que j'étais meilleur descendeur que lui, normalement, et que la descente était très rapide. Donc, elle était pas technique, mais il fallait piloter. Tu vois, c'était beaucoup de singles, de virages, de choses comme ça. Et donc ça, l'air de rien, c'est pas comme la première descente qui était en ligne droite et gros bourrinage. Ça allait être quand même plus à mon avantage. Mais ça, franchement, c'est bien quand t'es un commentateur au Tour de France et tout, et que tu dis, ah bah voilà, c'est lui qui est meilleur au sprint, c'est lui qui va gagner, tu vois. Mais toi, en vrai, tu vis la course, t'essaies de te convaincre que t'as peut-être raison, mais en vrai, t'es juste sec et tu te dis, putain, 20 secondes, quoi. 20 secondes, c'est rien, 20 secondes. Tu vois, donc t'as ce côté-là. Donc après, je fais la descente, mais à bloc. Il y avait mon père en haut et tout. Enfin, je fais vraiment la descente à bloc. Et bon, il y a un moment donné, je crois, il y avait le sélectionneur Olivier Guy à 1 kg 5 de l'arrivée. Et là où j'ai commencé à comprendre que ça allait être bon, je me retournais, il était loin. Et puis après, voilà, je pense qu'il voulait pas prendre de risques non plus. Enfin, à partir du moment où tu vois qu'il est deuxième tout seul, parce qu'après Dominique, il était un peu plus loin, le Suisse, il était un peu plus loin. Voilà, je pense à 1 kg 5 de l'arrivée. C'est là où j'étouffe le premier sursaut de sanglots ou de voilà des choses comme ça, et je me dis bon là va falloir rester focus jusqu'à la fin, mais maintenant ça dépend que de moi, quoi. Tu conclus donc cette course à la première place, après 1 heure, 6 minutes et 2 secondes d'ardent combat, en tout cas. C'est quoi le sentiment qui prime? Là, on a compris l'importance émotionnelle que revêtait cette course. Il y a de la place pour quoi à ce moment-là? Là, t'es submergé? Ouais, bah, il y a toujours c'est marrant parce que il y a plein de moments où, enfin plein de moments, ça se compte sur le doigt d'une main, mais il y a pas mal de moments où je sens que ça va être quelque chose de très très fort que je vais vivre, et du coup il y a toujours une petite voix en tête avant, genre qui me dit Sylvain, profite, ça va être quelque chose de ouf que tu vas vivre. Et ensuite je lâche tout, et là quand tu lâches tout, tu prends le drapeau France, tu chiales, tu gueules, il y a mon père à l'arrivée et tout. Enfin en plus c'était vraiment une ambiance pas, enfin il y avait pas grand monde, quoi, tu vois, sur le parcours et tout. Donc, mais je m'en foutais parce que pour moi, ça voulait tout dire. Et soit c'était vraiment trop beau de réussir à la fois en tant qu'athlète à m'être fixé un objectif et avoir réussi, tu vois, pour moi, pour toute mon équipe, pour tous mes proches qui m'ont soutenu et tout. Et puis, voilà, en même temps, moi, enfin, je m'en souviens quand j'ai intégré l'équipe de France en junior 1, que j'étais le dernier junior sélectionné. Et voilà. Et donc ça, c'était en 2016. Et tu vois, 6 ans plus tard, je suis champion d'Europe élite. Ouais, pour moi, c'était inimaginable il y a quelques années, même quelques mois en arrière. Et du coup, il y a tout ça qui prend le dessus. Et voilà, après, ça a été tellement des jours en amont de contrôle émotionnel et tout, où cède pas à l'émotion, tu vois, vraiment de contrôle émotionnel, que là, tu lâches tout. Et bah, c'est ce qui fait qu'après, t'as un énorme contre-coup les jours derrière, tu vois. Mais que là, sur le moment, juste, tu kiffes et c'est énorme. Il y a mon père juste à l'arrivée. Enfin, c'était trop bien, quoi. Tout le monde un peu qui pleurait et tout. Enfin, c'était vraiment trop bien. Petit point classement pour dire donc Cesare a fini 40 secondes derrière toi. Ok, pas tant, ouais, je pensais, j'avais jamais trop regardé. Ouais. Et Dominique est 1 minute derrière Cesare. Donc Dominique Ok. Rollier, le Suisse, donc à 1 minute 40 de toi. Et chez les femmes, c'est Maud Matisse qui l'a remporté, qui avait déjà gagné la course du vendredi. Si on regarde un peu rétrospectivement, là, dans sa globalité, en incluant tout ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce que tu as réussi en fait avec cette course en fait, quelles sont les clés de ton succès si on analyse un peu à la course en elle-même, puis tout ce qui a été mis en place avant? C'est la première saison où j'ai vraiment assumé ce que je voulais, en fait. Tu vois, c'est vraiment où j'ai fait des choix, où j'ai la possibilité d'être pas aussi bien que maintenant, mais à un investissement proche du professionnalisme. Tu vois, c'est-à-dire partir en stage, avoir les moyens de partir en stage, avoir les moyens d'avoir des gens de confiance à côté de moi, et puis trouver cet équilibre, en fait, parce que c'est pas toujours être focus, tu vois. Genre après la Scarès des Mathésins, j'étais trop en forme, il y avait la boîte de nuit de Font-Romeu qui rouvrait après 2 ans de Covid. Bah voilà, on est allé en boîte avec des potes à Font-Romeu, bah voilà, enfin
Une semaine avant les France de montagne, j'en avais un peu marre de toujours m'entraîner, cadrer et tout. Puis avec un pote malheureusement décédé, Esteban Olivero, on est parti au pic d'Aneto, on a bivouaqué au pied, je suis rentré en stop. Celui il continuait de tourner, du coup 12 heures pour rentrer de l'Aneto en stop. C'était une semaine avant les France, une semaine avant les Europes, j'en avais marre aussi, je suis allé faire... Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que quand je parle maintenant, t'as l'impression que je suis hyper rigoureux et tout, et ça, c'est 95% de ma personnalité, tu vois, mais ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à m'assumer pendant cette prépa, c'est-à-dire vraiment à trouver l'équilibre entre faire le taf et le faire correctement le mieux possible, mais en même temps, pas oublier mon but principal qui n'était pas de gagner les Europes, mais qui est juste d'être heureux, tu vois. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer maintenant en me disant, bah voilà, je peux gagner les Europes, en fait, et je peux réussir des objectifs, mais en faisant des choses qui restent moi, en fait. Tu vois, je rentre pas dans le moule de ce qu'on attend d'un sportif de haut niveau, mais je rentre dans mon propre moule, quoi, tu vois. Quel sens et quelle importance tu donnes à la médaille de bronze que vous avez aussi réussi à glaner par équipe avec Loïc Robert et Julien Rancon? Ouais, bah, et puis il y avait aussi Rémi Oui, Longchamp, mais absolument. c'est vrai que c'est les 4 premiers. Bah, c'est vrai que c'est des super potes. Enfin, tu vois, Jules, je l'ai rencontré. Enfin, quand j'étais petit, je regardais les reportages de Sport Plus du Trail du Ventoux avec Julien Rancon et tout. Enfin, maintenant, c'est un super ami à moi, donc c'est vraiment quelque chose aussi. Ça veut dire la dernière médaille individuelle au championnat d'Europe pour 100 montagne en 2006. France. C'était 2006, Mm. Julien Rancon, tu vois aussi. Mm. Et là, du coup, j'étais là et j'ai gagné. Enfin, c'était quand même très lourd en symbolique. Et moi, c'était vraiment quelque chose. Bien sûr, je le fais pour moi, bien sûr. Je suis un athlète, je suis égocentrique, je le fais pour moi, mais je veux dire, j'accorde aussi beaucoup d'importance à tout le bonheur ou en tout cas le petit bonheur, j'espère que je peux apporter aux autres et notamment, tu vois, à Jus de ce côté-là. Rémi aussi, c'est un super ami. Il est plus jeune que moi, il était dans le même team jeune, maintenant il passe aussi chez Oka. Enfin, tu vois, c'était sa première sélec en senior. Je sais exactement ce qu'il peut ressentir en sélec, en senior, etc. Donc, il m'a supporté pendant une semaine. On était coloc à l'hôtel, enfin dans la même chambre et tout. Donc, voilà, Loïc, on se connaît depuis longtemps aussi. Donc tout ça, c'était au-delà de la médaille de bronze, où finalement on était un peu déçus parce que voilà, Jus et Rémi avaient chopé le Covid peu de temps avant, donc ils étaient quand même pas en super forme. Loïc, c'était sa première sélect, il manquait quand même pas mal d'expérience. Mais donc on était un peu déçus de la médaille de bronze. Mais en tout cas, le fait de partager ça avec eux et de monter sur le podium avec eux, quelle que soit la médaille, bah c'était vraiment top, quoi. Tu en as parlé là, tout à l'heure, il y a eu tout un sujet, donc une fois le chapitre de ces Europes conclu sur la gestion de l'après-course. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toute cette phase après, la façon dont toi tu observes maintenant cette période qui a été difficile pour toi, la redescente psychologique, enfin voilà, je sais pas, physiquement aussi les impacts. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ce que tu as ressenti ensuite? Ouais, bah c'est fou parce que on est préparé à beaucoup de choses quand on fait du sport de niveau, mais on n'est pas préparé à réussir pas un objectif, mais un rêve, tu vois. Genre c'est autre chose, réussir un rêve. Et franchement, bah il m'a fallu 9 mois en fait. Il m'a fallu vraiment une renaissance et c'est plus, enfin c'est même pas symbolique, c'est vraiment 9 mois, tu vois. Après c'est vrai que c'est tout un symbole. Je dis pas que j'étais triste pendant 9 mois, tu vois. C'était pas ça. Mais je veux dire, pour vraiment réussir à me retrouver, à retrouver des motivations saines, à re-être stable dans ma pratique, tout ça, il m'a fallu 9 mois, tu vois. C'est que derrière les Europes, ça faisait 5 ou 6 ans que j'avais pas pris des vacances en été. J'ai pris 2 semaines de vacances avec mon frère, avec des potes, tout ça. C'était vraiment trop bien. Et derrière, voilà, j'ai essayé de réenchaîner, Sierzinal, après les courses aux États-Unis avec les Golden en septembre. Enfin, voilà, j'ai essayé de pas mal enchaîner et en fait physiquement j'alternais des périodes où ça allait et des périodes où j'étais super fatigué, mais genre vraiment fatigué. Et puis émotionnellement, en fait, j'étais tout le temps en recherche constante de revivre le moment que j'ai vécu. Je donnais beaucoup trop d'importance aux résultats que je venais de faire, c'est-à-dire aux résultats, au classement, tu vois, où finalement c'est assez malsain de se dire, de se définir par ça, tu vois. T'es quoi? Je suis champion d'Europe. En fait, ça veut rien dire, je suis champion d'Europe. Juste, à un moment donné, j'ai gagné, enfin voilà, le jour même, t'es champion d'Europe, mais le lendemain, si on refait un championnat d'Europe, est-ce que t'es encore champion d'Europe? Tu vois, c'est des choses comme ça. Et donc, moi, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps, parce que c'est les personnes, tu vois, forcément, ça attire au niveau des médias, au niveau de, voilà, de, Sylvain Cachard, champion d'Europe, tu vois. Et c'est quelque chose où, en fait, je m'étais pas préparé, mais ça m'a fait beaucoup de mal après derrière, tu vois. Alors, le mal, tu vois, voilà, j'ai une vie équilibrée et même si je peux pas courir, je suis à 9 sur 10 si on revient au début du podcast. Donc, ça allait. Mais je veux dire, en tant qu'athlète, quand j'allais à l'entraînement et tout, je sentais que je me cherchais, tu vois, que je me recherchais, que j'étais plus trop moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais accordé beaucoup trop d'importance au classement. Et en fait, c'est ça l'erreur que je veux pas reproduire, c'est-à-dire que maintenant, je suis à la recherche et j'ai eu ma réponse l'année dernière un peu avec Sierzinal, même si c'est pas une première place, etc. Mais maintenant, je veux performer et je veux encore plus performer et devenir encore meilleur, mais d'une manière plus saine, tu vois. Et c'est vraiment ça. Donc ça a été vraiment dur
Parce que quand on est blessé physiquement, c'est facile. Tu passes un IRM, tu as un diagnostic, 6 semaines, t'attends. Quand tu es blessé psychologiquement, tu vois, c'est pas vraiment la dépression ou quoi, enfin je veux dire, mais c'est plus le syndrome un peu post-traumatique, quoi, tu vois, on va dire. Et en fait, ce côté-là, déjà en parler, c'est plus compliqué. Communiquer dessus, c'est plus compliqué. Tu vois, justifier que t'es moins fort à l'entraînement ou quoi, c'est facile. Communiquer dessus auprès de tes sponsors, sur les réseaux, les trucs comme ça. Je suis blessé, ouais. Je suis un peu triste parce que j'ai gagné les Europes. Tu vois, personne peut trop comprendre ça. Et au final, voilà, moi, c'est là où j'ai été vraiment quand même bien entouré de ce côté-là avec mes amis, avec ma copine, des choses comme ça. Et puis aussi, c'est là où j'arrivais à me détacher un peu. Tu vois, c'est avant, si le côté athlétisme, le côté le côté entraînement, ça allait pas. Il y avait tout mon monde qui s'effondrait. Voilà, là, il y avait pas tout mon monde qui s'effondrait, ça allait. Mais ça a été quand même un gros travail sur moi-même que j'ai fait en majorité tout seul ou avec mes proches ou quoi. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé, avec du recul, être un peu encadré par un professionnel ou une professionnelle de ce côté-là. Mais ça m'a permis maintenant d'arriver toujours pareil, quoi, à un stade où j'ai l'impression que je suis encore mieux qu'avant, tu vois, encore plus épanoui, encore plus heureux, etc. Donc voilà, mais ça, je pense que ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup l'occasion de communiquer, en parler si, mais voilà, communiquer auprès du grand public, en tout cas de nos auditeurs et auditrices. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas sous-estimer non plus, tu vois. Et maintenant, je suis prêt, je sais comment réaliser un rêve et je sais comment vivre cette après-réalisation. Et donc voilà, en tout cas, j'espère du coup être amené à réaliser d'autres rêves pour pouvoir un peu tester mes méthodes. Merci d'avoir évoqué ce point, en tout cas, effectivement, qui n'est pas très commun, ou qu'on n'a pas forcément la lecture de façon publique. Et voilà, donc c'est intéressant de voir comment tu as pu gérer. Ça fait aussi partie de la réalité des athlètes, donc c'est important de le mentionner. Sylvain, il y a les Europes dans 10 jours. Tu vas les observer le cœur un peu serré, ou est-ce que tu arrives à garder un peu la tête froide sur ça? Je pense que bien sûr, il y aura toujours une petite partie de mon cœur qui serait un peu serrée, comme si voilà, tu regardais une course à laquelle t'étais prévu, à laquelle tu aurais adoré participer et ça aurait été probable si j'avais été sélectionné, mais voilà que j'ai pas pu parce que j'étais blessé. Après honnêtement, voilà, toujours pareil, il y a 3 4 ans, j'avais quand même beaucoup de mal à être heureux pour les autres si moi-même je l'étais pas. Par exemple, si tu rates ta course et quelqu'un d'autre l'avait réussi, je sentais vraiment que c'était pas naturel pour moi d'être heureux pour les autres. Là, honnêtement, je le suis foncièrement. Enfin, je veux dire, tous les hommes, toutes les femmes qui sont en équipe de France, soit en course en montagne entre elles et qui vont nous représenter au championnat d'Europe à Annecy, c'est des athlètes voilà que j'admire. J'admire leur état d'esprit. C'est des athlètes qui ont mérité leur place et qui feront tout pour performer. Donc franchement, c'est pas du politiquement correct que je suis en train de sortir. C'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de moi et je leur souhaite toutes et tous de réussir. Et puis voilà, c'est vrai que c'est particulier aussi parce qu'il y a ma copine qui a eu sa première sélection en équipe de France senior. Elle l'avait pas retrouvé le maillot équipe de France depuis 2019 et ses dernières années juniors. Donc voilà, je serai en stage d'entraînement à ce moment-là parce que moi, je dois penser à moi et me reconstruire en tant qu'athlète. Donc c'est important. Je peux pas toujours vivre pour les autres ou être spectateur. Il faut aussi que je sois acteur de ma propre vie et de ma carrière. Mais voilà, j'aurai vraiment une petite, c'est sûr, des larmes aux yeux si je la vois à la caméra au championnat d'Europe, de même que je les ai eues quand je l'ai vu au championnat de France de course en montagne obtenir son billet pour les Europes. On va parler un petit peu de ce qui se profile là ces prochaines semaines et prochains mois. C'est quoi tes envies et puis tes certitudes, s'il y en a, sur ce que pourrait être ta saison? Bah ouais, c'est vrai que quand on est blessé, le plus dur, hein, c'est l'incertitude. C'est vrai qu'on évolue au jour le jour, semaine après semaine, sans trop savoir, sans pouvoir se projeter. Et c'est vrai qu'en tant qu'athlète, quand on a l'habitude d'avoir quelque chose de assez cadré, on adore pouvoir se projeter. Moi, des certitudes, du coup, j'en ai pas. Je commence à sortir de cette période de blessure. Je commence progressivement à ne plus m'identifier en tant qu'athlète blessé, mais en tant qu'athlète en reprise, quoi, dans le sens où j'ai plus de douleur. En tout cas, je croise les doigts. Je peux te dire ce que j'aimerais faire dans un monde idéal, mais voilà, il y a peu de chances. Enfin, je sais pas quelles sont les chances, à quel point ça se réalise. Ce que j'adorerais faire, voilà, c'est je pars en stage à Font-Romeu 3 semaines et donc j'aimerais beaucoup participer à une course de préparation mi-juin, le Saint-Jacques-Bahut-TMB sur le 18 km. Ça me permettrait voilà à la fois de retourner à la compétition sur un format assez dynamique et puis à la fois me permettre d'avoir mon dossard pour l'OCC. Et ensuite, fin juin, j'adorerais participer au marathon du Mont-Blanc. C'est vraiment tout au long de ma blessure, je sais que c'est même là encore, je sais pas si c'est possible. Et franchement, j'ai du mal à imaginer comment parce que voilà, là pour l'instant, je recours pas beaucoup ni rien. Mais voilà, tout au long de ma blessure, c'est des images mentales. J'ai regardé les images du parcours, les trucs et comme ça. C'est ce qui m'a aidé à traverser un peu tout ça. Donc j'aimerais beaucoup y participer au marathon du Mont-Blanc. Et ensuite, je partirai sur un cycle de prépa pour Sierzinal. Donc voilà, c'est vraiment avec les courses du mois d'août.
j'aimerais beaucoup faire la montée du Nid d'Aigle pour préparer Sierzinal. C'est une course que j'ai jamais faite et voilà, ce serait super. Ce serait pas la course objectif, mais ce serait une super prépa pour Sierzinal. Ensuite, Sierzinal mi-août et puis l'OCC fin août. Le but serait vraiment de performer à Sierzinal. J'aimerais bien améliorer mon temps. Après, meilleur temps français. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien l'améliorer. Puis, c'est une course que j'adore. Et puis, l'OCC serait l'occasion de faire une première apparition sur ce format, prendre beaucoup d'expérience et puis voilà, essayer de faire de mon mieux, même si je sais que moi, il me faut toujours du temps. Je suis pas quelqu'un de talentueux qui peut gagner du premier coup. Il me faut quand même beaucoup analyser, avoir d'expérience et tout. Et puis ensuite, j'aimerais bien compléter donc les 2 courses Golden, Marathon du Mont Blanc et Sierzinal en allant aux États-Unis pour faire les 2 courses Golden qui restent. Et puis la finale qui m'avait fait beaucoup envie l'année dernière, là sous forme d'étoile très dynamique. J'aime beaucoup la position qu'ils prennent vis-à-vis de leur format de course. En tout cas, en tant qu'athlète, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Des formats plus ou moins de 2 heures, assez rapides et tout. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de réussir à aller jusqu'à cette finale. Mais voilà, encore une fois, là, pour l'instant, je te dis, après le podcast, je vais courir 50 minutes à plat. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup avec du conditionnel et avec ce que j'aimerais faire. Parce que voilà, je sais que le corps est doté de capacités d'adaptation hors normes. Mais voilà, je veux pas prendre de risques. De toute manière, c'est pas moi qui vais prendre la décision parce que j'ai trop la tête dans le guidon. Ce sera mon coach, mon prépa physique qui m'induiront fortement leur position vis-à-vis du Marathon du Mont Blanc, notamment. On s'y verra, j'espère. En tout cas, je te souhaite d'être sur la ligne de départ. Moi, je serai sur le Marathon du Mont Blanc et sur l'OCC aussi. Donc, on a 2 courses en commun. Sylvain, c'est déjà le moment de la dernière question de cet épisode. C'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nos auditeurs? Je pense que j'en ai une. En tout cas, j'en ai une d'actualité parce que je fonctionne un peu par phase, tu vois. Mais en ce moment, ça m'a pas mal aidé pendant la période des crosses et tout. C'est en anglais, c'est pressure is privilege. Tu vois, la pression est un privilège. Et ça, en fait, je l'ai pas inventé. Tu sais, c'est écrit dans les vestiaires de Roland Garros. Okay. Je regardais durant mes nombreuses heures d'home trainer et de vélo elliptique, je regardais toutes les séries possibles et imaginables un peu sur le sport qui motive. Tu vois, il y a une série Breaking Point, ou quelque chose comme ça sur Netflix. Ouais. Bon, je suis pas du tout le tennis ni rien, de même que j'ai regardé Formula 1 et je suis pas la Formule 1. Enfin bref, je suis l'archétype du consommateur de contenu Netflix. Mais ouais, j'avais vu ça et en fait, je sais pas, je l'ai pas noté d'un coup, mais à un moment donné, je sais pas, je ressentais une pression, je crois un peu avant les France de cross, tout, j'étais stressé et je me suis ressorti ça et ça m'a fait trop du bien. Et du coup, depuis, je le garde un peu avant les grosses séances où je vais essayer de faire quelque chose de bien ou avant les compétitions, les choses comme ça. Donc ouais, pressure is privilege. C'est noté. Merci beaucoup Sylvain. C'est malheureusement à la fin de cet épisode. merci d'avoir partagé avec nous ta course épique et puis Steve qui a été fondateur et riche d'apprentissage dans ton parcours qui est déjà très joliment fourni. Je te souhaite évidemment un prompt et total rétablissement et puis de pouvoir être sur la ligne de départ de tes objectifs sportifs espérés pour l'année. Merci encore, c'était un très chouette moment. On avait eu l'occasion de faire connaissance à l'occasion du TMB l'année dernière sur un des épisodes du podcast. Je suis content qu'on ait pu prendre un temps encore plus long pour aller en profondeur avec toi. Ça vaut le coup, c'est beaucoup d'enseignements. C'est très très intéressant et c'était un moment très sympathique. Merci pour ça. Ouais, merci à toi, c'était bien cool. Donc tu penses bien tout à l'heure quand tu vas faire ta course des 50 minutes, quand tu seras à 2 km 4, tu diras que entre ton point de départ et cet instant-là, c'est une tortilla géante, tu vois, qui a pu être réalisée. C'est au moment donné où tu as dit 2 km 4, je me suis dit non, mais là c'est pas possible. Là. Ce sera ton échelle maintenant, ton maître étalon, tu vois, quand tu es à 2 km 4 de la fin d'une course, tu dirais plus qu'une tortilla et j'y suis. Ça me paraît long la dernière tortilla de la course. Merci pour tout Sylvain, c'était très chouette. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.